Qu'est-ce que tu veux plus? Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. On cache les enfants. C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. C'est-à-dire que je pense que il y a des saveurs qui méritent d'être pris plus que juste au début. Tu sais. Non, moi je suis live de mon bar, je sais pas toi, Otis. Je viens de le tomber. Tu viens de le tomber, parfait. Fait que là, on parlait de vins québécois. Je sais qu'il y a beaucoup de. Toi, quoi tu penses des vins québécois en général, Marc? Alors, voilà, je suis en train de boire Château de Cartes, qui est Château vin québécois. Ouais, j'essaye tout ce qui est vin québécois au fil du temps. Je ne suis pas un gros buveur à la maison, mais quand même, là, lorsque Rocky, là, j'ai de la visite, j'ai un des chums qui a droppé un peu, il arrive de Québec. Puis mon problème avec les vins québécois, c'est que j'ai toujours l'impression qu'ils ne sont pas finis. Puis là, tu parles à quelqu'un qui ne connaît pas ça, pas en tout. Je suis vraiment pas. Non, mais je ne suis pas un expert de ça, pas en tout, mais Calvas, là, c'est la première fois que j'essaye un blanc, j'ai essayé des rouges, c'est toujours le même feeling. On dirait que le vin, là, ils ont fait comme ah, OK, c'est correct, ah ouais, ship ça de même, ça va être correct. Et on dirait tout le temps qu'il y a quelque chose de pas fini. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut, là, ce que je dis, parce que comme ce n'est pas des mots d'expert ni rien, mais c'est mon feeling perso. C'est rare que j'ai cet effet-là quand je prends d'autres vins. Il y en a que tu vas aimer, pas aimer, bon, peu importe. Mais des vins québécois, chaque fois, je fais comme coudon, il a l'air comme, il n'a pas fini. La recette, il y avait d'autres choses, ils ont dit non, on va l'envoyer de même pareil. C'est malheureusement mon. Puis le pire, c'est que je voudrais les encourager, je le fais. Je voudrais en parler de la totale. Même avec Bouchard au 93, j'ai dit ce que je viens de te dire là. J'en ai fait à un moment donné un espèce de petit segment. Puis c'est pas de gaieté de cœur, je ne veux pas planter les vins québécois, bien au contraire. Mais Calvas, à chaque fois, j'ai cet effet-là. Ça a-tu rapport ou bien c'est dans ma tête? Je ne sais pas. Puis quoi tu penses des bières de microbrasserie québécoises en général? T'es-tu un fan? T'aimes-tu les bières de microbrasserie premièrement? J'aime ça. Écoute, moi, c'est-tu quoi? Il m'appelle le client parfait, dans le sens que c'est toujours super bon, puis non, pas vrai, tu sais. Fait que tu peux pas dire, oh, Marc, il va nous faire une excellente critique culinaire, ou bien c'est comme, ah, c'est bon. Le hot dog au Costco, c'est le meilleur. Puis si je vais dans un restaurant, tout ce qu'il y a dans l'assiette, c'est fantastique. Tu sais, à un moment donné, oui, j'aime ça parce que j'aime tout, mais je ne suis pas nécessairement un fan. Par contre, en bas de chez nous, il y a une épicerie fine. Comme moi, je reste dans le quartier des spectacles. Puis il y a une épicerie fine qui est vraiment, vraiment top. Puis c'est plein de bières de microbrasserie qui se renouvellent. Puis j'en essaye tout le temps une autre. Ça fait que je pense que c'est comme autre chose. On développe le goût, si tu veux mon avis, d'après moi. Ouais. Mais une épicerie fine, c'est quoi qu'ils vendent là-dedans de plus? Ben, le nom le dit, tu sais, c'est pas mal d'affaires bio, c'est beaucoup de produits québécois. Les viandes, ben, sont bonnes, puis le poisson, ben, il est spécial, puis il n'y a pas d'affaires élevées. Tout vient de. C'est toujours, ça vient des lacs, puis tu as plein d'épices, comme fou furieux qui viennent de partout. T'as plein de bières de microbrasserie, t'as des cidres de microbrasserie. Tu veux voir ma bite? Chez IGA, t'as pas ça parce que chez IGA, tu y vas entre autres parce que t'as énormément de choix puis le prix est compétitif. Chez Maxi, c'est encore pire. Quand tu parles d'épicerie fine, là, comme Guillaume Moisan, mettons, sur la rue Saint-Jean ou au marché, là, au grand marché, il y en a plein de ça. Là. Fait que c'est des produits locaux qui, par définition, coûtent un peu plus cher, mais qui ont tout le temps une petite twist qui vaut la peine. Fait que tu ne fais pas ton marché là. Moi, je fais encore mon marché au Costco, puis je fais les gros, les légumes, la patente, moi, j'achète ça. Je suis un gros mangeur, puis je mange à la maison beaucoup. Là. Tout le monde, tu vas dire de ce temps-là, mais quand même. Tu veux voir non, mais moi, c'était déjà ça. Là. Moi, je fais tout au four, viande au four, légumes au four, tout ça. Écoute, as-tu déjà fait à manger sous vide? T'as-tu déjà essayé ça? Non. Moi, là, je sais pas, hein, c'est bizarre, je suis curieux de vous entendre là-dessus, mais moi, là, de tout temps, incluant maintenant, je commande jamais. C'est pas un principe. Je me fais mes affaires, mais je ne commande rien. Sous vide, c'est justement, c'est de la cuisson sous vide. En gros, c'est quoi? C'est que tu mets ta température à une certaine hauteur. Fait que, mettons, je sais que la viande, pour que ce soit médium saignant, il faut qu'elle soit à 55 degrés Celsius. Fait que tu prends ton steak, tu mets les épices que tu veux mettre dessus, sel, poivre, de la poudre d'ail un peu, tu l'emballes sous vide, tu mets ça dans l'eau, ça vient à cuire justement à exactement la température qu'il faut, à 55 degrés Celsius.
Tout ce qui te manque, c'est de le prendre à la fin, de l'essuyer, le mettre, dans le fond, le faire saisir dans le poêle, puis ton steak il est cuit parfaitement, puis il a pris tous les arômes des épices à l'intérieur parce que ça l'a cuit sous vide. Si t'aimes te faire à manger chez vous, pour vrai, je te passerai cette petite machine-là. Là, c'est quelque chose de très bon. Là. Tu mets tout ce que tu veux là-dedans. Tout ce que tu peux faire, dans le fond, toutes les viandes, tous les poissons, tous les légumes. Exact. Je te dirais, le saumon sous vide, le poulet sous vide est juste incroyable. Pour vrai, là, il vient juteux, il vient tendre, il est vraiment quelque chose. Là, il prend un step de plus. C'est niaiseux, là, mais c'est vraiment quelque chose qui est super bon. Je savais même pas que ça existait, je te jure. Je reviens pas à ce que tu me racontes, c'est malade. Ouais, ben je te passerai ça, tu vas voir, c'est quelque chose. Faf, il était supposé venir habiter chez nous dans pas long, puis j'étais en train d'essayer de trouver un moyen de faire des croquettes sous vide, là, d'essayer de faire des nuggets du McDo, mais sous vide. J'ai pas trouvé encore malheureusement, là, mais on va continuer à fouiller. Là. Mais c'est quoi cette affaire-là, venir rester chez vous? C'est quoi ça, cette rumeur-là? D'ailleurs, en passant, le gros pénis en plastique autisticule, là, t'es pas mal thématique avec ton nom autisticule et ton gros pénis en arrière. Ouais. C'est une poubelle, ça, Marc! Ok, je me disais, c'est quoi le trip? On va me tasser un peu de bord. Tu vois, il y a quelqu'un sur le chat qui vient de dire pourquoi le gars en bas a un plus gros pénis géant. Exact. Non, j'ai pas rêvé. C'est comme, ok, non, mais t'as le droit. On est vraiment... Chacun nos passions, aussi. Moi, j'ai jamais... T'es pas genré, c'est ça, exact. Oh, wow. Mais, bon, puis là, on a un commentaire sur le chat de tartare de poulet. Ça, c'est un peu moins bon d'habitude. Mais, hey, du poulet, ça a l'air, c'est dur, Marc, je suis curieux. Toi, mettons, on veut te faire plaisir côté alcool. C'est quoi qu'on te donne? Ah, c'est le fun. C'est une bonne question. Pour me faire plaisir côté alcool, ben, comme je t'ai dit, vu que j'aime tout, tu sais. Non, mais c'est vrai. Mais ben, tu vois, même avant, je n'aimais pas ce qui était amer, puis mon cocktail préféré est devenu le Negroni à force d'en prendre au Midway. Okay. Mais je m'en fais pas ici, là, je m'en suis fait une fois. Moi, je garde pas d'alcool à la maison parce que je fais attention. Comme hier, là, vois-tu, je me suis gazé parce que j'ai eu une super... Moi, je me gaze pas quand ça va mal. Je me gaze quand, mettons, bon. Fait que là, hier, j'ai eu la confirmation de mon renouvellement radio qui était confirmée verbalement, mais là, bon. Fait que là, et en plus, j'ai fermé, on pourra en parler tantôt si vous voulez, j'ai fermé mon classeur définitivement. C'est-à-dire le site que j'ai eu pendant peut-être 15 ans, monclasseur.com, de rencontres. Puis là, il était fermé, il n'était plus online, il n'y avait plus d'activité, mais la compagnie, tu sais, le légal, puis ça me pesait, là, je rapportais tout le temps ça, genre, je vais faire ça une autre fois, puis ça me gazait, là, épouvantable. Puis, écoute, les bureaux, là, c'est en face d'où je te parle. Je ne savais même pas. Quand j'ai regardé l'adresse sur le site, j'ai fait « Oh my God! » Fait que je suis allé direct, puis ça a pris 20 minutes, j'ai rempli un formulaire. Tu sais, c'est comme j'aurais pu faire ça il y a 6 mois, là. Mais donc, je me suis gazé, tu sais, j'ai fait, ben OK, tu sais, moi en bas, il y a l'univers, ça fait que je suis allé à SAQ, tout ça, puis j'ai fait, let's go, on s'amuse. Fait que j'ai acheté quoi? J'ai acheté 2 cidres, du Mont-Rouge, c'est québécois aussi, c'est super bon. J'ai acheté 2 brasseries de Benelux, qui est une... je me demande même si à Québec, il n'y a pas un Benelux, mais en tout cas, il y en a un juste en haut de la rue ici, à Montréal. C'est une microbrasserie à fond puis à vendre. Puis j'ai acheté après ça une bouteille de blanc. J'ai quand même pris une bouteille de blanc, 2 breuvages, 2 cidres. Breuvage et cambière pour les non-initiés. Ouais, c'est que j'ai eu une journée ordinaire. Aujourd'hui, disons que j'étais fonctionnel, mais au ralenti. Là. Ça fait que si tu m'avais dit c'est quoi l'alcool pour me faire triper, il y en a un que j'aimerais essayer, c'est de l'amaretto québécois, ça s'appelle Avril. Il y en a peut-être qui connaissent ça. Avril. Tout le monde me parle de ça. C'est de l'amaretto, comme celui là, qu'on connaît, mais une genre de liqueur de noisette ou je ne sais quoi. Puis c'est québécois, ça s'appelle Avril. La bouteille est hallucinante. Fait qu'on dirait que je te répondrais ça, je pense. Une bouteille d'Avril, vu que j'ai pas goûté encore puis que ça a l'air bon. Tu sais. Puis toi, tu as l'air sur le fort ou c'est comme le reste, t'aimes ça autant que le reste? Oui. Moi, comme je te dis, je bois pas à la maison. C'est-à-dire, je garde pas d'alcool à la maison, puis je bois le moins possible là, de ce temps-là. Tu sais, réveillon, patente, ici. Ouais. Bon. Je suis en super congé. Tu sais, la radio est finie depuis jeudi dernier. Ça fait que là, je suis en train de l'échapper un petit peu plus. Là. Mais sinon, moi, le confinement, là, je bois 2 fois par semaine. Je bois le jeudi et ou vendredi, samedi. Là, genre, presque tout le temps, le jeudi, j'ai un Zoom avec des amis, mettons. OK. Puis vendredi, samedi, même affaire. Ça fait que exceptionnellement 3, mais règle générale 2 fois. Puis le reste du temps, pas une goutte, ça me passe même pas par la tête. C'est comme non. Parce que là, toi, t'habites tout seul, fait que t'as le droit d'avoir des invités. Fait que Un invité. Je parle un invité à la fois.
Ok, excuse-moi, c'est que... Ok, excuse. C'est le premier coup que j'utilise Zoom pour un live, puis là, il apparaît des nouvelles affaires et je suis... Ça me traumatise. Ça m'apprend pas grand-chose pour... On va l'avoir. Mais, fait que t'as le droit d'avoir des... Ouais, c'est ça, t'as le droit d'avoir un invité, évidemment, mais comment Ouais. tu le vis-tu bien? Parce que je t'ai parlé souvent pendant le confinement, puis ça a pas l'air à t'avoir sacré à terre pantoute. Moi, honnêtement, j'ai une très, très bonne année. Je viens d'acheter, où je te parle ici, c'est mon nouveau condo que j'ai acheté le 1er décembre, Ok. qui est un condo. C'est mon rêve. Je pensais même pas être logé de même dans ma vie, là, tu sais. Ça fait que, regarde, c'est parfait. J'ai cédé mon bail, ça a bien été. J'ai été réélu sur le conseil d'administration ici. Puis en plus, ça vient qu'une paye. Ça paye mes frais de condo. Fait que, mine de rien, c'est pas rien. Je suis renouvelé à la radio. J'ai lancé des podcasts, comme vous le savez, Oui. j'en ai lancé plus qu'un. On en parlera tout à l'heure si vous voulez. Là, de ce temps-là, je suis en train de finaliser ma newsletter. Je l'ai envoyée à Autisticule et à toi tantôt, la version web. C'est que là, c'est la dernière étape de tout ce que j'ai fait. Mon marcwaller.com est tout refondu. Donc, enfin, avec tout ce que j'ai rajouté de contenu cette année, quand je veux dire à quelqu'un, regarde, si tu veux voir ce que je fais, je dis pas, j'ai du YouTube, j'ai marcwaller.com. Tout est là-dessus, les podcasts sont là-dessus, les médias sociaux, la patente, la radio, tout est là-dessus. J'ai vraiment été ultra actif en termes de contenu. Moi, chaque matin, je me lève, je fais Angle mort, mon podcast audio. Je fais une chronique radio avec Bouchard. 2 fois par semaine, j'ai des vidéos sur YouTube que je fais, soit un Angle mort vidéo ou Discussion avec un expert, qui est un autre podcast. Je garde. J'ai été fou furieux. Mon but, c'était de livrer du contenu sans m'occuper des résultats. Sans me demander, ça marche-tu, ça marche pas, y a-tu des clics? Fuck you. Moi, tout ce que je veux, c'est une plateforme où je fais du contenu, puis je tire, puis je tire, puis je tire. Puis en 2021, je commencerai à voir qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui... J'ai un Patreon, évidemment. J'ai tout, je lance tout. J'arrête pas de lancer de nouvelles affaires. C'est comme une maladie. Puis les résultats viendront après. Mais pour l'instant, ce que j'aime, c'est que je trouve que j'ai un esti beau forfait dans lequel il manque juste que le monde vienne. Mais quand quelqu'un découvre Tu ce veux que voir je ma fais, bite? il y a du stock, mon gars, là, l'enfer. T'sais. Ils vont rester, mais justement, pour ceux-là qui écoutent présentement, ce que tu proposes parce que je ne me trompe pas, tu as starté un Patreon, il n'y a pas long, justement, que tu postes à chaque jour, là. C'est quoi, de quoi tu parles dans ces émissions-là le matin? Angle mort, c'est l'équivalent de Chef Boilardi que je faisais avec Duhem. C'est un éditorial, c'est une réflexion, une observation très collée sur l'actualité. C'est audio, je fais ça avec mon téléphone, that's it. C'est hébergé chez Balado Québec, puis c'est pitché automatiquement sur Balado pour ton iPhone, Android, Spotify, let's go. Ça, c'est 6 fois par semaine. Du lundi au vendredi, puis le samedi, je fais un Angle mort édition spéciale qui est dans le fond ma chronique préférée avec Bouchard, que je prends le fichier dans le FM 93, puis je le mets dans mon Angle mort. Ah, crime. Il te donne le droit de faire ça en plus? Tu n'en parles pas. Le droit, hein? Non, mais sérieux, je veux dire, je fais de la promo pour l'émission à côté, là, tu sais, c'est où le problème? Tu sais, puis je veux dire, ça change rien. Bref. Puis, ça, c'est une chose. Dans mon Patreon, c'est une fois par semaine, je fais un live. Le mardi soir, je fais un live où je réponds à des questions préalables. C'est conseils en communication. C'est tout ce qui traite la communication privée, publique, comment dealer avec... mes thèmes, ça va de comment faire des meilleures vidéos avec Zoom à comment répondre aux commentaires négatifs, comment... c'est quoi la première vitesse quand tu cruises, même tout ce qui s'appelle relation comme... Je passe tout. Je peux t'arrêter là? Parce que moi, c'est une affaire il y a 2 affaires qui m'impressionnent beaucoup de tes podcasts parce que je t'écoute souvent. J'écoute souvent Angle mort. Premièrement, t'es tout seul. T'es capable d'avoir un flow de conversation tout seul. Ça, y a-tu... Je veux dire, c'est une affaire que t'as travaillé à l'expérience. T'en parles-tu justement dans tes trucs de communication? Alors, ce que j'ai le goût de te répondre, c'est que je pense qu'au Québec, il n'y a personne qui a un podcast quotidien tout seul. Je ne vois pas qui d'autre. Pour moi, c'est facile. Parce que je suis toujours dans ma tête. Moi, je dis toujours, je vis dans ma tête. Je me promène, je suis en réflexion. Comme là, vois-tu, j'ai pris une marche tantôt, puis je suis en train de répondre à
Jérôme Blanchet-Gravel, qui est un gars que je connais, avec qui je m'entends très bien, puis qui est à droite toute, un peu dans la mouvance à Éric Duhaime, puis que lui, pour lui, nous sommes une société du sanitaire, puis blablabla. Puis là, moi, là, je marche, là, puis dans ma tête, j'y réponds. Mais pas j'y réponds parce que je l'haïs, là. C'est un gars avec qui je m'entends super bien, mais j'y réponds. Puis tout à coup, j'ouvre mon micro le matin, ben c'est ça que je raconte. Comprends-tu? Mhm. Je raconte la réflexion que j'ai eue sur quelque chose que je me suis mis à brainstormer. Je comprends. Ça va du pur quotidien. Bon, ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que ça n'a aucun succès potentiel parce que rien n'est mieux que quand tu es avec quelqu'un. La preuve, ça n'existe pas une émission d'un gars tout seul. Ça n'existe pas. Ben, il y a Yann Terriot avec son Coucou, Daily tu veux voir ma Buffer. bite? Non, Mais- non, même lui, il y a les commentaires en Oui, temps réel. c'est vrai. Excuse-moi, il est en interaction, il n'est pas seul au combat. Puis remarque que ce qu'il fait, c'est vraiment c'est top. Là. Moi, je ne peux pas dire que je le suis régulièrement, mais encore cette semaine, je suis allé voir. Je veux dire, c'est le roi incontesté du package. Là. C'est tellement hot son truc. Ça Oh, oui. Puis c'est pas tous les jours non plus. À un moment donné, c'est ci, c'est ça, c'est la patate. Bon, bref. Mais c'est quand même, tu as raison. Ça se rapproche dans la dynamique. Mais il reste qu'à un moment donné, il y a des outils, il nous envoie sur des grabs, il nous envoie sur un truc. C'est pas un gars tripiard, il est tout seul, tout nu, tu sais. Mhm. Mais ça n'a pas de portée potentielle, c'est ça que je veux dire. C'est que je réalise que on s'en sort pas, ça prend des invités, ça prend une dynamique d'échange, ça prend ça. Puis comprenez-moi bien, c'est pas que je veux pas. C'est que quand j'ai commencé, on était au mois de mars, en plein confinement, puis j'ai fait fuck off, moi je pars. Puis c'est pas vrai que je vais commencer à attendre qu'il y ait du monde, que ça leur tente. Là. Faire du booking, vous le savez, déjà, ça marche pas, ils cancellent. Ouais. Faites de la merde. Téléphone, tout seul, tous les jours, ouais, let's go. Ça fait que ça, de toute façon, même si ça ne marchait pas jamais, mais ça coûte quoi de le faire? Rien. C'est mon métier. Combien de fois je fais un angle mort le matin, puis je répète avec Bouchard la même affaire? Man, je me suis rodé. C'est une chronique radio rodée, il faut le faire. Ça fait que il y a hors de question que j'arrête ça, mais ça ne se rendra pas à des milliers, là, on se comprend. Là. Ça n'a pas le potentiel. Par exemple, ce qu'on fait là, c'est bien plus porteur. Parce que c'est trippant, puis on se relance, puis Oui, on fait puis des... en plus, le monde. Là, j'ai une couple de questions qui passent que je vais te poser au fur et à mesure aussi. Puis on peut avoir une interaction directe avec le monde qui nous écoute, là, le fait d'être live en plus. Mais l'autre affaire que je voulais t'emmener dans tes angles morts, c'est j'aime beaucoup, quand il arrive, mettons, un sujet du jour que je vais dire épineux. Tu sais, exemple, mettons, Gilbert Rozon, déclaré non coupable, des choses de même. Moi, la manière que tu traites tes sujets, c'est tellement. Le seul mot qui me vient en tête, c'est non polarisant. Dans le sens que tu amènes ta version, tu amènes ton opinion est claire, puis dans ton opinion, ça serait tellement facile pour quelqu'un qui parle de cette façon-là, de s'égarer, puis de piler sur une mine ou quelque chose de même. Toi, tu t'en sors tout le temps sans être controversé. C'est-tu voulu ou c'est naturellement toi? Alors, c'est intéressant, puis je suis même assez content d'entendre ça, c'est-à-dire que c'est ce que je cultive. Puis ça vient d'une démarche qui a un mot très clair, mais qui a l'air d'un mot à 1000 pièces, mais c'est tout aussi pragmatique que n'importe quoi, que menuisier, que n'importe quoi. Ça s'appelle être philosophe. Mm-hmm. C'est-à-dire que un des départements de la philosophie, c'est la généalogie. C'est-à-dire, ça vient de où? Qu'est-ce qui fait qu'il y a du terrorisme? Qu'est-ce qui fait que l'humour est populaire? Qu'est-ce qui fait qu'on aime ça le vin? En un mot, la question pourquoi, c'est ça, moi, ma question. Ma question, c'est juste ça tout le temps. Okay. C'est qu'une fois que je dis ça, puis quelqu'un qui me suit, il fait Calvaire, c'est vrai. Il est tout le temps en train de se demander pourquoi, puis de donner son point de vue de pourquoi. Mais le pourquoi, il n'est ni à droite, ni à gauche. Le pourquoi, il n'est pas pour ou contre les vaccins. Le pourquoi, c'est pourquoi du monde a peur du vaccin. Je comprends. Pourquoi on prend... Comprends-tu ce que je veux dire? C'est que là que j'interviens. J'interviens en philosophie. Et quand tu t'intéresses à ça, tu t'intéresses à tout. Tu t'intéresses à tout. Puis l'inverse de ça, c'est justement Éric Duhaime ou Jérôme que je te parlais, avec qui, dans le fond, ça fait des crimes de bon débat. C'est ça qui est le fun. C'est des dogmatiques. L'inverse d'être philosophe, c'est être dogmatique. Être dogmatique, c'est de dire, exemple, moi, liberté individuelle, pour moi, c'est l'affaire la plus importante. Bon, jusque-là, j'ai pas de problème. Donc, je prends ma grille d'analyse, puis je la plaque sur tout. Tout l'univers, il faut que ça finisse par c'est bon pour la liberté d'individu. Puis là, tu fais
Calvaire, c'est impossible. On vit en société, ça veut dire qu'il y a des fois que c'est pas ça. Non, moi, alors ça s'appelle être dogmatique. Ben, les dogmatiques sont polarisants. Parce qu'eux autres, ils partent avec une théorie, puis ils font tout rentrer à crowbar dedans. Fait qu'il y a du monde qui font comme « what the fuck », c'est qu'ils sont pas contents. Puis les autres que ça réconforte, ils rentrent là-dedans 2 fois plus fort que moi, qui est toujours le gars qui fait juste dire « attends un peu, on va checker ça sur un angle mort ». Ça fait évidemment que c'est moins populaire. Évidemment que quand Éric fait une chronique puis qu'il est en tabarnak puis qu'il crie après le gouvernement, je veux dire, moi, cette semaine, mon angle mort préféré, c'est celui qui s'appelait « Vous êtes tous responsables ». Parce que tout le monde blâme le pouvoir, les gouvernements, les médias, alors que dans la vraie vie, je m'excuse, mais c'est nous autres qui sont responsables. C'est nous autres qui les avons élus. C'est nous autres qui se fait dire « Ah, les gyms sont réouverts. Non, j'ai encore peur. » Ben oui, Chris, là, vous chialez de quoi? On vous a dit cet été, vous pouvez retourner dans les bars, dans les restaurants. Non, non, je ne suis pas safe. Ah, c'est drôle. Quand le gouvernement te dit vas-y pas, t'es en tabarnak, quand il dit tu peux y aller, t'as peur du virus. Bon, ben, ça, c'est du Marc Boilard, tu comprends? Tu comprends? Fait que je suis à l'inverse du populiste qui est tout le temps en train de dire vous êtes victime. Je suis l'inverse de Donald Trump. Mais ça ne veut pas dire que je trouve que Donald Trump est dans le champ tout le temps. Mais je suis l'inverse de sa démarche, où il est tout le temps en train de mettre la faute sur quelqu'un, il est tout le temps. Mais c'est plate à dire, mais le marché, il est là. Mais moi, je refuse ça. Je refuse. Je ne veux pas être là. Puis, je veux dire, est-ce qu'au niveau podcast, clic, ça me nuit? Clairement. C'est crissement moins clivant, mon affaire, c'est clair. Mais sauf que mon portefeuille, c'est du média, c'est de la pub radio, c'est du podcast à côté, c'est des shows que je vais recommencer, que je vais continuer, vous le savez. Fait que je fais comme, s'il y a des affaires que c'est moins populaire, mais que c'est du Marc Boilard, bien, ce que ça attire, c'est quelqu'un qui en veut de ça. Je préfère avoir un vrai, entre guillemets, client que d'avoir un haters qui sert à quoi? Tu sais, Eric, là, il est bourré de haters, c'est l'enfer. C'est que oui, ça fait des clics, mais je veux dire, cette espèce de climat-là, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est un modèle d'affaires qui se peut. Puis c'est le prêt à payer quand, justement, quand tu as des idées très fermes. Moi, j'ai rien contre ça. J'ai rien contre lui, moi, au contraire. On s'entend top. Mais on a une démarche qui n'est pas pareille. Non, mais je trouve ça intéressant, justement, de garder quasiment, là, de rester au-dessus de ça puis de regarder le débat, où est-ce que ça s'en va, c'est quoi les... plus de même aussi, là, la confrontation, je ne suis pas un grand fan, personnellement. Là. Je préfère essayer de comprendre pourquoi que ça se passe que essayer d'aller me chicaner avec Pierre-Jean-Jacques. Là. Mais sérieusement, c'est un bon angle à faire, là, un bon angle mort, comme tu dis. Là. Ouais, en tout cas, comme je te dis, c'est pas la démarche qui fait des clics au max, mais moi, c'est mon choix. Ouais. Mais moi, je trouve ça bon. Toutefois, j'ai du monde sur le chat qui disent qu'ils trouvent que t'as super de l'air gentil. Fait que tu vois, ça marche pour au moins ça. Une autre question qui a popé sur le chat aussi. Marc, as-tu l'intention de refaire un sous-écoute prochainement? Si oui, avec qui tu voudrais le faire? Ben, l'intention, ça me fait rire. C'est pas moi qui décide. Mike, demain, je suis supposé être chez eux, justement. Je suis supposé aller à sa maison à Deschaillons. Puis il m'a cancellé hier parce qu'il dit finalement on arrive juste le 24. Ça fait que c'est Mike là, qui va me dire quand je retourne. Moi, ce que j'aimerais, ce serait faire un spécial gérant d'artiste ou un spécial années 90, les grosses années là, quand Morancy, Antil, Mario Jean, toute cette gang-là ont commencé. Il y aurait plein d'affaires à parler que ce serait écœurant. Mais tu sais, c'est Mike qui décide. On est grands chums, on soupe ensemble, tout. Mais je commence pas à lui dire, hey, je veux, tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est toujours trippant faire sous-écoute. C'est hot en crime, c'est génial. Moi, c'est sûr que j'adore ça, là, mais ça va être quand lui va décider qu'on a une thématique. Tu sais, parce que je suis pas un humoriste. Je suis pas au goût du jour. Je suis rien de ça en humour, tu sais. Ça fait faut qu'il y ait une thématique, je pense, d'après moi. Je verrai celle-là. Gérard d'artiste, c'est bon parce que, tu sais, Michel Grenier, il est extrêmement... présent, puis facilement accessible, mais je suis peut-être pas obligé de me donner de nom, mais j'imagine que toi, tu dois être capable d'avoir dans ta tête une couple d'autres gérants d'artistes que tu pourrais te mélanger avec pour puis d'avoir des conversations intéressantes à sous-écoute. Là, parce que je sais qu'il y en a une couple que j'avais approché, moi, pour faire des shows, puis ils disent « moi, je veux déjà savoir, c'est pour ça que je suis gérant d'artiste, je veux rester derrière la caméra. » Mais il y en a qui, je suis convaincu, qui sont hyper intéressants. La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Ils sont plates à mort.
Non, mais c'est ça. C'est pas parce que je veux pas. Moi, je peux dealer avec n'importe qui sur la planète Terre. Là. Écoute, j'ai dealé un an de temps avec du M, tandis qu'un gérant d'artiste, ça me fait peur. Ben, c'est vrai, c'est ça pareil. C'est juste que, sérieusement, les gars, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pas qu'il n'y a pas de bons gérants. Là. Il y a même moi, dans le temps, des filles, il n'y en avait pas. Là, Marie-Lou Hainaut, qui est partie à son compte avec Bellefeuille, ou je ne sais pas trop, en tout cas, je veux dire, la fille, elle clenche, puis j'ai pas de doute sur ses compétences. Là. Mais il y a Michel Grenier, à ma connaissance, là, qui peut aller sous-écoute, être articulé, avoir des trucs à raconter, tout. Il y a Michel Grenier et Marc Boilard. Les autres sont soit trop jeunes, ils vont faire comme s'ils passaient, tout le monde en parle, ils vont capoter, ils vont geler comme des chevreuils. Les autres sont plates, épouvantables. Et il y en a plein des has-beens que c'est. Tu sais, sérieusement, je vous le dis, là, que si, en humour, là, je suis le dernier sur la liste, mais pour être un gérant d'artiste à sous-écoute, ça, on est deux. Fait que c'est tough. Je comprends. Il y a le monde, ils veulent savoir. Là. Tu irais-tu avec François Morancy? Parce qu'il y avait oui. François Mascotte, Ben oui. excuse. Étant donné qu'il y avait eu des histoires comme quoi que Mascotte aurait skip une coupe de jokes, là, si je ne me trompe pas. Là. Mascotte, Mike et Mascotte se sont pognés. Ouais. Puis avec la femme à Mascotte, là, Bianca. Moi, je m'entends très bien avec les deux. J'ai aucun problème avec personne. Il n'y a absolument personne avec qui je ne pourrais pas faire un sous-écoute. Peut-être du monde dirait zéro, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, je vous le dis, personne. Mais Mike ne va jamais inviter Mascotte, c'est impossible. C'est impossible. Ils sont vraiment. Ils ont une chicane, puis c'est terminé. Il l'a traité de voleur de joke, etc. Puis sur Twitter, big time, puis tout, c'est comme. Ça se peut juste pas. On avait refait Testostérone 10 ans plus tard, puis ça avait été une expérience épouvantable, extraordinairement zéro. Ah, ouais. À cause de. Genre, moi, quasiment, là, genre. Dépression nerveuse, là, dans le sens que si je capotais. Je ne sais même pas pourquoi j'ai capoté autant que ça. C'était 100% la faute à Mascotte qui est entré dans le projet puis qui a été à reculons tout le long, qui m'a fait filer de cheap tout le long. On a senti qu'il fallait le faire parce qu'on avait dit qu'on le ferait puis il n'y avait aucun fun. Ça a été plate pour tout le monde. Ça a été vraiment poche. Mais tu sais, regarde, c'est pas à cause d'un incident que le gars il a scrappé ma vie. Là. Je vais juste vous dire que moi, j'ai aucun problème. Si je texte François là, je vais vous montrer sa réponse. Ça va prendre 5 minutes. Bianca, tu vas en prendre 2. Donc, moi, j'ai aucun problème avec eux autres, mais c'est impossible que ça se fasse avec eux autres. Après, Morancier, par contre, c'est l'inverse. Morancier, tout le temps, on jase, let's go. On se voit moins, c'est sûr, parce que quand on travaille ensemble, ben, tu travailles et c'est ton grand chum. C'est comme x2, quasiment x10. Mais oui, ce serait parfait. Puis là, on pourrait retourner dans ce temps-là, ce serait le fun. T'sais. T'as-tu encore un lien avec tes anciens artistes? Je t'avais eu actif. T'as eu Cavana aussi, hein? Cavana, il m'a barré quand sa mère est morte. Puis il a trouvé que j'avais mal agi. Il a trouvé que je n'avais pas agi comme du monde. Je n'avais pas agi comme lui aurait voulu. Mais dans ce temps-là, on était en début de froid parce que sa mère est morte du cancer, avec qui j'étais très proche de sa famille. J'allais souper là, tout, son père. Les deux parents sont morts. Comme à genre 1 an et demi d'intervalle, je me suis dit. C'est vraiment, c'est raide. Puis, en tout cas, tu vas faire une histoire courte. Anthony trouve que je n'ai pas été à la hauteur de ce qu'il aurait voulu dans cette occasion-là. Puis moi, j'ai repris contact avec lui beaucoup de fois. Je l'ai revu à Paris quand j'ai joué à Paris en 2009. La première de Grégory Charles, il était là. C'est la première fois qu'on se revoyait. Il était super content de me voir. Serré à la main 2 fois, il est revenu tout. Le lendemain, j'ai trouvé son email. J'ai dit j'étais content de te voir tout. C'était mon meilleur ami. C'était mon meilleur ami. Puis après ça, il a redisparu. Puis on m'a dit que quand j'arrive sur le sujet, il devient irritant. Il devient genre, il n'est pas content. Là. Il m'a barré. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis Anctil, très chum avec, mais on n'a jamais été bien proches parce que lui, il était matché à côté dès le départ. Fait qu'il y avait une vie de gars matché, puis moi puis Morancy, on avait une vie de célibataire. Ça fait que Jean-Michel, on était de même, mais pas à se fréquenter, tu sais. On était très proches, on tripait vraiment. Puis là, ben écoute, si je l'écris, c'est la même affaire, tu sais, c'est comme, il va être content, mais c'est pas un gars qu'on, tu sais, puis là, il est séparé pourtant. Fait qu'à quelque part, on pourrait avoir peut-être plus d'occasions. Je suis sûr qu'on s'entendrait aussi bien qu'avant, j'en doute pas, mais c'est pas le cas. Fait que je te dirais, grosso modo, c'est ça. Puis les autres, Maxime Martin, ben, on s'est croisés, il faisait du jogging, puis c'est toujours le fameux « Hey, je te texte », puis je le texte, puis
ça aboutit pas bien. Moi, je serais plus willing que lui. Puis mon vrai chum que je vois, c'est Mike, c'est Dumpack. Tu vois, comme tantôt, Dumpack, j'ai écrit, hey, on va-tu marcher? Ouais, texte-moi, je suis un ami, whatever. Il est venu chez nous. C'était le premier qui a vu mon condo. Dumpack puis Mike, c'est resté. Puis je pense que ça ne changera jamais. Puis les autres, c'est beaucoup plus distant quand même. Mais Mike, y a-tu une raison justement pourquoi? Parce que Mike, on dirait qu'il est ami avec tout le monde justement. Là. Lui, quand ça va bien, c'est des amitiés fortes ou je sais pas trop. Là. Oui. Okay, ouais. Il est très facile à vivre. C'est quelqu'un, c'est un ami, comment je te dirais ça? C'est un vrai chum, mais qui est marié, tu sais, dans le sens que tu n'as pas la même proximité, puis il ne cherche pas ça, c'est plus ça que je devrais dire. C'est pas quelqu'un, tu sais, comme moi, je suis une bête sociale, je suis tout le temps en train d'initier, on va au brodage, on va au social. C'est moi qui anime le truc, si tu veux. Mike n'est pas le même du tout, là. C'est d'abord un gars gêné, comme 90% des humoristes, mystère épouvantable, vous n'avez jamais compris. Comment vous faites? Oh, très fort. Comment vous faites pour être en public, puis en une personne gênée, puis devant 600, il n'y a pas de trouble. Moi, celle-là, je ne l'ai jamais compris, mais ça a l'air que c'est moi l'anomalie là-dedans, mais peu importe. Puis Mike, il est standard là-dessus. C'est un gêné de nature. Dumpack, il fond. Anecdote, Dumpack, la fille avec qui j'étais l'an passé, à un moment donné, quand le printemps a pogné, on pouvait marcher là-dessus, on pouvait aller nulle part se prendre des marches. Fait que là, on a fait, hey, on va marcher. Puis là, je dis, on va aller marcher avec Dumpack. Parce que j'allais déjà marcher avec Dom quand je l'ai rencontré. Ma mère, son nom, la fille. La première fois qu'on est allé marcher, on a fait une ride au moins minimum de 2 heures. Minimum 2 heures. Puis après coup, je ne sais pas de quoi on parlait avec MMR, avec Marie-Michel. Puis elle m'a dit, by the way, elle dit, la première marche qu'on a prise avec Dumpack, il ne m'a jamais regardé dans les yeux, pas une fois. Là. 0, pas une fois. On a marché, on s'est genre... Moi, je n'ai pas remarqué ça, mais je ne suis pas surpris. Sylvain Bouchard, avec qui je fais de la radio, OK, il m'a fait rentrer au FM 93 en août 2013. La première fois que je l'ai rencontré, c'est mon ami Nicolas, qui est ici d'ailleurs. C'est lui, mon ami, qui me visite aujourd'hui. Lui, il avait 2 restaurants dans le Vieux-Québec. Puis il nous connaissait comme client/ami. Puis il a dit, hey, c'est comme, il me semble, vous devriez vous parler. Vous êtes sur des stations différentes. Moi, j'étais à Énergie, lui, il était au 93. On est allé souper au bar là, en juillet 2013. Là. Après ça, je suis embarqué avec lui quotidien. C'est mon chum depuis ce jour-là. Là. C'est pas mon collègue, là. C'est un ami. Là. On était assis au bar comme je suis là, moi ici, lui là. Tout le long, il a parlé, il regardait là. Il m'a jamais regardé de même. Là. Il parle depuis 10 ans, il parle à la ville au grand complet tous les matins. 4 heures. Pas de notes. On se rencontre là, il regarde là, il m'a jamais regardé de même. Je sais pas comment vous êtes fait. Moi, je suis gêné dans mes relations sociales, je suis fait de même, je l'avoue, là. C'est quoi qui se passe qui fait ça que autant qu'on est sur stage, on n'a aucune gêne que... As-tu une théorie là-dessus? Je comprends rien. Pour moi, la norme, c'est comme moi. Moi, là, j'étais la vedette à l'école, j'étais président de ma classe. Ça fait que là, tu fais, c'est une prolongation. Après ça, tu fais de la radio, puis t'es tout le temps le gars que tout le monde connaît, puis let's go. Tu sais, c'est comme Marilyn Monroe, là, tu sais. Bon comparatif, j'aime ça. Non, mais tu comprends? Oh, puis là, tu fais, non, c'est moi l'exception. Tu veux voir ma bite? C'est comme moi, je suis myope. OK? Ça veut dire que de loin, je ne vois pas. De proche, je n'ai pas besoin de lunettes. Puis à une distance d'ordi, j'ai des progressifs. C'est-à-dire que le haut ici pour là-bas, puis le bas pour quand je suis à l'ordi. Et dans ma tête, c'est ça qui est logique. Bon, non. Dites-moi, c'est quoi la logique? Qu'est-ce qui est le plus logique? C'est-tu de voir clair proche ou de voir clair loin? C'est de voir clair proche? Ben non, il y en a que c'est l'inverse. Il faut qu'ils mettent leurs lunettes pour de proche, puis là-bas, à 8000 km, là, ils voient le chinois. Ça ne marche pas. Il y a des affaires là même que je trouve que c'est moi qui est logique, mais c'est pas vrai. C'est moi l'exception. Je peux pas dire. Toi, Faf, t'étais gêné quand t'étais jeune? Non, je suis pas... Moi, j'ai tout le temps mon cercle d'amis, mais tu sais, je veux dire... Moi, qu'est-ce que j'aime pas, c'est déranger. Fait que... tu sais, c'est... Venant du gars super controversé. C'est malade.
T'as raison, Faf, t'as un humour pour pas déranger, justement. Je voulais t'en parler, là. Non, C'est mais comme c'est x10 de ce que je dis, x10. tu sais, j'ai du monde comme Mike, Jeff Mercier qui m'ont laissé le numéro de téléphone, puis une couple d'autres qui disaient Hey papa, dérange-moi pas, je les ai jamais rappelés, puis là je suis tout Tu sais, puis au contraire, je connais d'autres humoristes qui eux autres sont complètement dans l'autre extrême, que eux autres, ils ont pas peur, ils foncent, ils posent des questions puis tout. Puis tu sais, des fois, puis tu sais, j'ai vu progresser des fois à des places que j'ai pas été capable de progresser, puis je me dis Christy, pourquoi je l'ai pas ce morceau-là de tout le temps avoir de quoi demander au monde puis de pas avoir peur, je sais pas. Mais bref, au final, c'est vraiment juste anecdotique parce qu'on Oui. parle de profil. Puis il n'y a pas de profil parfait. Là. Tu sais, moi, c'est ça, toi, c'est ça. Oui. Peu importe. Mais je trouve ça quand même surprenant. Puis quand j'en parle à du monde qui ne sont pas dans le métier, eux autres aussi trouvent ça surprenant. Tu sais, quand je leur dis, hey, moi, les humoristes, là, ils regardent à terre quand tu leur présentes quelqu'un de nouveau. Là. Hein? C'est comme bizarre. Là. Ah oui, c'est très bizarre. Mais, hey boy, mais tu sais, c'est comme quand j'avais fait mon premier sous-écoute, puis ben, quand j'ai fait mes sous-écoutes, puis tout, moi j'étais quelqu'un, tu sais, j'étais habitué d'être sur stage, puis tu sais, moi j'ai mon personnage, puis tu m'as vu souvent en spectacle, Marc, Ouais. tu sais, j'ai mes one-liners, puis tout, fait que tu sais, moi je peux un peu me réfugier derrière ça, fait que j'ai pas besoin d'être là sur le stage, puis tout, mais tu sais, à sous-écoute, t'as pas le choix d'être de même, fait Non, que... c'est faux. C'est faux. C'est d'ailleurs le défaut des Ben, plus jeunes qui font sous-écoute, c'est qu'ils pensent qu'il faut absolument donner un spectacle. Ouais. Et c'est complètement faux. mais faut pas que tu sois non plus le gars qui parle pas tout le temps dans le coin non plus, c'est un équilibre Ben, entre les deux, là, je te dirais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce que Mike a bâti, qui est comme tout exploit, c'est-à-dire invisible, un vrai exploit en communication, c'est invisible. Le monde pense que c'est normal. Non, non, c'est un exploit. C'est que des jeunes crinqués à coups de milliers qui écoutent 1h30, 2 heures de podcast où tu es zéro obligé d'avoir tout le temps de quoi dire, ou ce que des fois c'est des silences, ou ce que des fois c'est super sérieux, ou ce que des fois c'est très personnel. C'est de la magie, là. C'est de la magie. Puis c'est le propre du podcast, mais c'est quand même Mike qui l'a amené, là. C'est quand même Mike qui l'a amené. Il fallait avoir de l'audace, parce que sinon, un autre aurait pu avoir les mêmes invités toutes, mais être tout le temps un peu dans le salut bonjour. Là. Ah oui, vous, c'est le fun. Ah, ben oui, on va aller Ouais, je un comprends. topo à la ronde, là, c'est donc drôle, c'est bon. Je vais, Ça fait que. je vais passer du coq à l'âne parce qu'il y a un sujet que je veux absolument te parler. L'autre jour, dans une de tes chroniques au FM 93, je t'ai entendu parler de cinéma. Que tu disais que t'es quelqu'un qui peut écouter beaucoup, beaucoup de films. Puis genre, un film que t'aimes, tu penses que tu peux l'écouter une 50aine de fois. D'ailleurs, t'avais parlé du film Aliens, que c'est quelque chose... Oui. Mettons, hier, là, j'ai Ouais. fait, quelle journée. OK, on tombe dans le gaz, je m'en vais chercher du gaz. Puis pour me gâter, là, j'aurais pu partir Aliens le deuxième. Tu veux voir ma bite? Pour la 70e fois, mettons. Comme un enfant qui écoute Toy Story à répétition. Même affaire. Ah, tu Je peux peux pas pas enlever le mot t'expliquer pourquoi. enfant, là. Encore aujourd'hui, j'écoute Toy Story, moi, je suis très heureux, là. Bon, Fait que je peux pas t'en vouloir là-dessus. Mais Alien, ça a sorti en quelle année, ça? 86? 86. Ouais. Bravo de Faster. 86. Hey, là, je sais que je vais avoir de la haine, là, mais j'ai jamais écouté ça de ma vie, Aliens. Ouais, du bon hate que je t'envoie, là. Ouais. Moi aussi, je Ben, tu vois, moi, si on me demande, mettons, hormis les comédies, mes films préférés, Aliens, le deuxième, qui a été fait par James Cameron à son hype, et là, avec Terminator 2. Moi, c'est mes deux films fétiches, là. Le deuxième Aliens, là, c'est un mix de tout, d'action, de suspense, puis tout, là, puis... T'as raison. C'est un film qu'il faut vraiment que tu écoutes. T'as pas besoin d'avoir écouté le 1 pour écouter. Le 1, c'est plus un film d'horreur, je te dirais, là, d'être seul, reclus dans l'espace, loin. Puis le deuxième, c'est vraiment tout ensemble. Là. T'as raison. Je trouve ça génial. Puis, un truc que je fais maintenant depuis cette année, c'est que sur IMDb, j'ai une liste de tous les films et séries que je vois, puis je les cote. Oh! Fait que quelqu'un qui te fait qu'est-ce que je regarderais à soir, là, ben, tu vas moi, comme je vous ai dit, c'est tout marcbollard.com. C'est que tu fais marcbollard.com, Oh! tu descends en bas où j'ai tous mes réseaux sociaux, puis tu vois le petit logo jaune IMDb, tu cliques là-dessus, puis tu arrives direct sur ma liste. Puis tu peux la sorter par les meilleures notes ou les plus récents, ou comme tu veux. Puis c'est ça. Tout ce que je regarde maintenant, je le cote. Fait que là, si je l'avais fait depuis le début, j'en aurais bien plus. Là, j'en ai comme 200 quelques, mais dans la vraie vie, j'en aurais 3000. Là. C'est une maladie.
Mais remarque que 3000, là-dessus, si c'est le même 50 fois, c'est quand même une seule critique. mais tout ça pour dire que si ça intéresse le monde, ils vont sur mon site, puis tu vois tout ce que j'écoute en temps réel. Moi, aussitôt que le film est fini, poc, je donne une note. C'est ta site, c'est quoi qui t'a accroché? T'écoutes aussi des séries, c'est ta site, c'est quoi qui t'accroche le plus côté série? Alors, j'écoute très peu de séries, c'est ça, c'est un grand mystère, ouais. J'ai bien de la misère avec les séries. Je les connais toutes, je suis tout au courant, puis je les pars, puis je les arrête à un moment donné. Pour vrai? Ah oui, écoute, je suis très, très amoureux du cinéma français. Donc, il y a une série, je vais vous en parler de une, parce que je l'ai écoutée au complet. C'est Dérapage sur Netflix. C'est très, très, très bon. C'est avec Cantona, l'ancien joueur de rugby de l'équipe de France, qui est devenu un acteur. Puis c'est l'histoire d'un gars, il y a comme 56, 7, 8 là, à peu près. Puis tu sais, il fait des job-ins, puis ça va mal. Et là, on l'engage pour faire un concours entre lui et 2 autres personnes pour devenir directeur des ressources humaines pour une grosse compagnie. Okay. Puis pour le tester, pour savoir lequel des 3 on va prendre, il simule une prise d'otage que lui, il voit à travers les caméras. Puis il simule une prise d'otage, puis c'est lui qui dirige l'action, puis c'est lui qui dirige, qu'il faut qu'il dise qu'est-ce qu'il ferait, puis à qui il parlerait, puis telle affaire. Ça fait que là, il engage du monde, etc. Mais ça finit que c'est lui qui s'en va là avec un gun, puis c'est lui qui fait une prise d'otage. Okay. Parce qu'il est en tabarnak après l'entreprise, puis après l'univers, puis il s'en va faire la prise d'otage et tout, puis mon gars, j'ai checké ça, t'as une shot, devant. Il y avait combien d'émissions? Une grosse série, là, 10-13, là, dans ce coin-là. Là. Des 45 minutes ou des heures et 10? Ah, des heures pleines. Holy shit, OK. Si je ne me trompe pas, non, ça torche. Puis ça a sorti il y a 1 an, là, à peu près. Ça s'appelle Dérapage. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. J'ai trouvé ça enlevant. Mais j'ai un biais, je l'avoue, c'est-à-dire j'aime beaucoup ce qui vient de la France. T'sais, j'aime bien ça, les thrillers français, peut-être parce que j'ai vécu là, puis je suis resté un peu avec un certain attachement, là, mais j'aime beaucoup ça. Mais sinon, je peux te parler de films, mais je peux pas ben, tu vois, le Queen Gambit, là, les jeux d'échecs, là, je ne l'ai même pas fini. Ah non? Non. Oui, c'est bon, mais à un moment donné, c'est comme too much, là. On s'achève-tu, là, tu sais. Tu vois, sur le chat, j'ai quelqu'un qui demande qu'est-ce que tu penses de l'arrivée du... Parce qu'on va faire un Matrix 4 avec les acteurs originaux, t'en penses quoi, toi? Alors, là, je vais vous faire une confession que je n'ai jamais faite. Mon cerveau a beaucoup de misère avec les histoires difficiles. OK. Le Matrix, je comprends rien. Tenet, je comprends rien. Inception, je comprends rien. Toutes les Lord of the Rings, je comprends rien. Attends un peu, Lord of the Ring, on va se le dire, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué non plus, là. C'est pas niveau Inception, là. C'est un gars, prend un anneau, il le sac dans le volcan, ça dure 8 heures. Ouais, mais non. À un moment donné, tu sais, en tout cas, moi, là, ces films-là tordus, là, mon cerveau, je suis pas capable. Je sais qu'il y a une pilule rouge dans Matrix, puis une autre d'une autre couleur, puis ça sert peut-être à quelque chose. Ça fait dur. OK, je comprends, je vois le genre. Ouais, non, mais c'est plate comme réponse, j'aimerais ça y répondre, mais c'est que. Alors, est-ce que je les ai toutes vues? Absolument. Okay. Qu'est-ce que je peux dire? Rien. OK. Ouais. Côté action, ça t'avait-tu impressionné dans le temps? Parce que c'était quand même révolutionnaire, là, les slow-mo qu'ils mettaient là-dedans pis tout. Absolument. Moi, je peux regarder, ça va-tu? C'est un bon point. Je peux vraiment regarder un film uniquement pour la technique. Je peux vraiment me régaler d'un film. Ben, la preuve de ça, c'est que même les épisodes un peu poches de Mandalorian, qui est pourtant une série, ils m'ont tellement blasté techniquement. Le dernier, là, c'est un bijou. C'est comme quand je parle d'Apple, je dis, ils font plus des téléphones et des ordinateurs. C'est une bijouterie. Oui, une bijouterie. Tellement. Bon, ben, je l'ai reçu, là, ça c'est le 12, là. Je l'ai reçu, là, puis j'étais là. Je peux-tu me l'attacher au bras? Je peux-tu me le mettre dans le cou? Tu danses avec? J'aime ça, là. Non, pour vrai. Bobby Roode, ton gérant Bobby Roode, qui nous écrit. Oui, bravo, Bobby Roode. Moi, tantôt, il a fait Bouchard Diouf. Bouchard Diouf, c'est très bon. Ça fait que, écoute, c'est des réponses plates à vos questions. Non, mais... J'aimerais ça vous donner des bonnes réponses. Mais je vais t'orienter vers une autre place par rapport au cinéma. Tes comédies préférées, ça serait quoi? Je vais encore avoir une réponse plate, parce que
c'est mes films que je préfère le moins. OK. C'est les films que je regarde le moins. J'en ai commencé un tantôt, Guest House, sur Netflix, qui a l'air vraiment bon. C'est un beau petit couple super parfait, là, genre quasiment crack d'informatique. Puis il achète une maison qui vient avec une petite maison d'invités à côté. Puis là, il y a un esti tout croche qui est là-dedans. Puis qui dit, ben là, laissez-moi le temps de m'en aller, donnez-moi 3 mois de préavis. Puis là, j'ai juste fait le premier 15-20 minutes. Puis après ça, bon, j'ai eu telle affaire que je suis sorti. Mais c'est comme s'ils sont coincés avec, il ne veut plus s'en aller. C'est que lui, il vit dans la maison / chambre d'invités. C'est comme une maison d'invités. Puis écoute, quand il arrive au début, là, il est en côte de même, puis c'est le plus grand des tout croches. Puis j'ai trouvé ça vraiment bon, un peu à la Superbad, là. Mais moi, les comédies, c'est des films que je regarde peu. Puis ce que je trippe, c'est justement tout ce qui est notre ami là, qui a fait justement Superbad. C'est quoi son nom? Judd Apatow. Ouais. Moi, j'aime ça de même. J'aime ça là, avec des dialogues là, extrêmement percutants, des bons gazés tout croches, là, solides, qui se peuvent dans la vraie vie. Oui, je l'ai écouté, mais bon, une fiction drôle, non. OK. Non. Ben, d'abord, moi, je veux... J'allais dire, de part Quentin Tarantino, tu penses quoi de ça? Alors, sur la réalisation, c'est quelqu'un que j'estime énormément, mais je m'ennuie à tous ses films. OK. Ouais. Dialogue. À un moment donné, non. Je veux des histoires linéaires. Je veux pas d'un truc... Je vais vous conter un film qui est fucked up, un peu comme je vous dis, Mathieu, je comprends pas. Mhm. Mais lui, il est malade. Ça s'appelle Irréversible, avec Monica Bellucci. Si vous êtes capable de voir ça, c'est pas jeune, là, c'est 90 peut-être, 95. OK. OK. C'est un film fait à l'envers. Malade, hein? Il commence à la fin. Puis il recule. Mais pas il recule de même, là. C'est une scène normale suivie de la scène précédente. Qu'est-ce qui t'a amené à voir la scène que tu viens de voir, genre? Oui. Ça fait que ça finit par un viol. Un viol, c'est le viol le plus réaliste de l'histoire du cinéma. C'est souvent ce qu'on dit, là. Monica Bellucci, là, elle se fait ramasser dans un petit tunnel, pour passer en dessous d'une autoroute, un petit tunnel piétonnier, là. Mon gars, là, tu regardes ça, t'es le même. C'est l'enfer. C'est élevé, là. Ça commence de même, puis là, tu te rends compte toute la modèle, ça s'en va dans un bar gay super trash, de fistage, de tout ce que tu veux. Ben, pas que tu vois, là, mais c'est comme, c'est qui eux autres, là? C'est vraiment, mais c'est vraiment hot. C'est vraiment hot. Puis c'est drôle, hein? T'écoutes ça comme s'il était fait à l'endroit. C'est d'une limpidité, il n'y a aucun problème. Fait que c'est comme moi, les affaires de passé, présent, tout ça, je ne suis pas capable de suivre. Et celui-là, là, ça s'appelle Irréversible. Checkez ça si vous pouvez. Monica Bellucci, en plus. Ouais, je suis curieux. J'ai entendu parler d'elle, mais j'ai jamais écouté de film en tant que tel avec elle. Ouais, moi, j'ai écrit tes 2 suggestions. Guest House, j'ai envie d'écouter ça, puis Irréversible et tout, je vais... Oui, ça a l'air vraiment bon, sérieux. Guest House, j'ai fait comme, OK, tu le vois tout de suite. Tu vois tout de suite dans l'écriture quand ça commence, si ça va être une vraie comédie ou bien si ça va être un petit gna-gna. Comme les 2 films... sur, tu sais, comment ça s'appelle en français, là? Bad Moms. Bad Moms, là, les 2 films, ils sont hyper bons. Puis, probablement que ma comédie préférée, c'est Bridesmaids. Bridesmaids, c'est quoi ce film-là? Bridesmaids, écoute, c'est tellement fort. C'est une fille qui se marie, puis elle invite, évidemment, ils s'en vont faire son enterrement de vie de fille. Puis là-dedans, là, le casting, il est extraordinaire. Tu as la fille qui veut tromper son chum à tout prix, la princesse, le super snob qui est avec son mari millionnaire, l'autre tout croche qui est tout le temps... c'est vraiment le casting, c'est que des filles dans le film, que des filles. Okay. Qui sont hurlantes, c'est malade. Moi, Bridesmaids, là, c'est dans mon Superbad, puis Bridesmaids, totalement top. C'est succès assuré. Il faut être fier d'avoir fait ces films-là parce que d'abord, une comédie, c'est tellement plus tough à faire que... Les 2 films les plus durs, c'est comédie, film d'horreur. Ouais. Parce que c'est 2 films où le texte, l'histoire, etc. sont hyper importants. Puis dans le cas de films d'horreur, moi, je rajoute une couche parce que la réalisation est essentielle. C'est-à-dire que si pour X raison, l'ambiance, le monstre, le fantôme ou whatever, il est comme ordinaire, t'as beau avoir une histoire écœurante, t'embarques pas. C'est comme Howard the Duck.
Howard the Duck, là, c'est un des plus grands flops de l'histoire. C'est Ouais. George Lucas qui a fait ça. Puis E.T. venait d'être fait. Puis lui, il a fait hey, moi aussi, je vais faire, checkez-moi bien, je vais faire un film avec une créature, tout. Mais son esti de canard, on n'y a jamais cru. Puis, là, non, mais c'est en plein ça. E.T., là, t'es certain qu'il existe dans la vraie vie, là. T'as aucun doute pendant le film. Là, tu vois l'autre avec son gros bec jaune qui marche de même. Tu fais, ça marche pas, là. C'est un canard en plastique, là. C'est juste ça. Fait que tu vois à quel point. Non, mais c'est tellement facile à dire après. C'est comme, ouais, j'ai vu ton numéro, c'est pas si drôle que ça. Fuck you. Calvaire, tu sais quoi écrire un numéro d'humour? Même moi, j'aurais passé ma vie à essayer. Des fois, je l'ai. T'sais, vous autres, vous êtes capables. Vous l'avez même pas tout le temps, mais au moins, vous êtes capables. Je pense que c'est quasiment le fruit du hasard. Non, c'est vrai. Moi, je suis bien meilleur animateur que je suis stand-up. Stand-up, où je sais que je suis vraiment bon, c'est que je suis quelqu'un qui a une très forte présence sur scène. Moi, quand je parle, tout le monde écoute, là. Moi, là, j'arrive, il y a des éclairs, tout, j'arrive, paf, tout le monde écoute. Fouille-moi pourquoi c'est le même. T'as vraiment beaucoup de réparties et tout, là. J'ai tout, mais ça, j'ai pas de texte. J'ai jamais eu de texte. J'ai pas rencontré la personne avec qui je pourrais écrire. Puis quand je l'ai rencontré, c'est-à-dire entre autres avec toi, ben j'avais pas le temps. T'sais, je pouvais pas me consacrer à faire ça comme du monde. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai pas assez proche de faire Attendez, là, je suis très sévère. J'ai fait des hits monstrueux au Jésus, des hits monstrueux à Paris. À Paris, on avait jasé la dernière fois. C'est pas vrai que j'ai été une série de flops, j'exagère. Je fais juste vous dire qu'un vrai humoriste, c'est constant parce que ça a des textes. Puis moi, ces textes-là, je les ai des fois. Je l'avoue. C'est pour ça que mon chef Boilard dit, mon reprise de show, ben, c'est carrément du Marc Boilard. C'est totalement improvisé. C'est une question, je réponds pendant 10 minutes, puis après 10 minutes, ça coupe, paf, on recommence un autre 10 minutes. Ça, c'est ce que j'ai fait au Jésus. Vous autres, vous êtes venus voir à Québec, les deux que j'ai fait, mais au Jésus, j'ai raffiné le concept, puis là, je l'ai trouvé. Puis à la fin, je fais monter, à la deuxième partie, je fais monter Goffé, puis je retourne faire de la classique clinique, dating, etc. C'est du bonbon. Mais c'est du Marc Boilard, c'est-à-dire que c'est un gars de radio. Et là, une affaire que je voulais absolument jaser, vu que j'ai vous deux, parce que je sais qu'Otis c'est un bon vendeur, puis je sais que Marc, tout était vendeur. Je veux que si ça te dérange pas, la passe que t'avais des souliers, je me rappelle plus quoi à passer quand tu travaillais dans un magasin. Ça te Oui. Ça, là, cette affaire-là, là, quand tu l'avais compté à Québec, je pense, sur stage, là, pas tard que ça m'a fait rire. C'est que les gens pensent qu'un bon vendeur, c'est un bon menteur, c'est faux, mais il reste que des fois, on le fait pareil. Puis moi, il y a 2 anecdotes quand j'étais au Sport Expert que j'ai faites, que je ne suis pas tant fier parce que c'est épouvantablement crosseur, mais à un moment donné, tu choisis d'être transparent, tu n'es pas tout le temps en train de dire « Oh, je vais tout vous dire ce qui paraît bien. » Ben non, tu dis aussi ce qui est moyen, là. Oui. Tu comprends? Là, bon. Ça fait que mon boss, à un moment donné, il me dit rien, il fait juste attends un peu, il faut que je me souvienne exactement le point de départ. C'est même pas important. C'est-tu moi ou lui qui a proposé ça? Excusez-moi de m'arrêter là-dessus, c'est pas important, mais j'ai bloqué en début d'histoire. La réalité, c'est la suivante. Il avait acheté des bottes, je me souviens de la marque, des bottes de ski alpin Konica. Puis il avait fait une erreur monumentale, c'était un modèle fucked up, une espèce de truc que tu craquais qui serrait la botte, c'était pathétique. Ça s'est jamais vendu. On en avait une pile dans le magasin, même pas en backstar. Tu sais, c'est gros, hein, des boîtes de bottes de ski. Là, c'était gros. On avait des dizaines avant. Entre le mois de septembre, quand ils sont rentrés, puis le mois de mars, où la saison est virtuellement pas mal finie, où les gens n'achètent plus rien, ils avaient vendu 3 paires. OK? Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 3 paires. On arrive au mois de mars, puis je dis au boss, mettons, si tu loues moi, mais je dis, hey, j'ai dit, au lieu de les mettre en vente, les bottes, tu vas me donner 30$ à chaque fois que j'en vends une paire. Tu vas juste les baisser un petit peu, mais tu vas me donner 30$ de commission. Il dit, OK. Je travaillais un samedi 9 à 9. En 12 heures, j'en ai vendu 6 paires. On en avait vendu 3 en 6 mois. En 12 heures, j'ai vendu 6 paires. Mais les mensonges, c'est pas compliqué. Tout le monde devait acheter cette botte-là. Elle faisait parfaitement tout le monde. Il y a le fils de Mme Villeneuve, dans la rue où je suis né, qui est arrivé à 13 ans. Je lui ai vendu des 13, il devait chausser des 8. Puis je disais, regarde, on peut craquer. Là, je disais à sa mère, je dis, ce qui est fantastique, je savais quoi dire. Hein? J'ai dit, c'est parce que là, imaginez-vous, il est à l'âge où il grandit.
grâce à ce gadget-là incroyable, ils vont y faire l'an prochain, l'autre année après. Mon Dieu, c'est donc bien brillant. Hey, ils se promenaient de même. Il n'y avait pas besoin de ski. Les bottes étaient grandes comme des skis. C'était l'enfer. Après ça, quand mon boss a vu ça, il a commencé à me donner des commissions sur tout ce qui ne se vendait pas. Un jour, pour vrai, j'invente rien, là. Un jour, on avait des souliers coq sportifs. C'était des souliers qui venaient de France, beaucoup trop chers pour la clientèle de pauvres qu'on avait, tu sais. Ça fait qu'il vient me voir, il dit, Marc, viens ici. Il me pointe du doigt, il dit 20$. J'en ai vendu, il y a un monsieur qui arrive, il a une main en plastique. Il dit, ouais, moi, j'ai fait une crise cardiaque, j'ai fait un gros accident aussi. Je suis en réhabilitation. Il faut que je marche dans un gymnase. Vous avez bien compris, là. Il était cardiaque, une main en plastique. Il faut que je marche dans un gymnase. Monsieur, j'ai ce qu'il vous faut, le coq sportif. J'aurais pu lui vendre des sandales de plage. J'avais aucune éthique. Il y a un autre gars une autre fois, c'était des souliers de golf. On avait des souliers de golf avec ça venait de sortir. C'était pas des crampons en métal. C'était des souliers comme des espadrilles, mais de golf, avec des espèces de petits crampons en caoutchouc. Écoute bien l'argument que j'avais. Le gars, il me dit, tu as besoin de ça? Oui. Il dit, non, c'était pas des souliers de golf, c'était des espadrilles, justement. C'était le coq sportif. OK, c'est ça, c'est la même affaire. Les espadrilles coq sportif, après ça, il y a un gars qui est venu me voir, lui, il voulait faire du jogging. C'était un soulier de tennis. OK? C'est n'importe qui connaît la différence. Le soulier de tennis, c'est une semelle raide. C'est tout ce que j'ai répondu au gars. J'ai dit, c'est ça, c'est la nouvelle mode, c'est ça qui est hot. Il dit, ça prend pas un soulier. Écoute-moi bien. J'ai dit textuellement, Daniel Bernier était là, il m'en parle encore aujourd'hui, ça fait 30 ans. Je dis, monsieur, je vous pose une question. Les hommes des cavernes, ils couraient avec quoi? Ils couraient avec rien. Il faut courir le plus naturellement possible avec une semelle qui est le plus proche de la marche normale. Donc, une semelle dure de soulier de tennis. Il dit, c'est bien, t'as pas. Crosseur de même, c'était explosé. Ah, si. Je vendais, mon gars, je vendais, tout sortait. La plus drôle qui est arrivée, c'était, il était 9h30 le matin, le gars, depuis 9h15, il était devant la porte, puis il attendait le samedi matin, moi, je passais à la balayeuse. Là, j'ai fait calvaire, je vais faire rentrer, je ne suis pas pour attendre à 9h30, je suis seul dans le magasin. J'ouvre la porte, oui, bonjour. Il dit, y a-tu un vendeur d'un patin? J'ai dit, ben, venez avec moi, on va aller voir. Fait que là, je descends jusqu'aux démos, tu sais, avais les démos. Je prends un patin de même, je regarde dedans, je fais, non, il n'y en a pas encore, d'après moi, il va rentrer à midi. Excellent gag, je trouve. Lui, offusqué, mon gars, insulté du tabarnak. Tu peux, petit Chris, il était vraiment fâché, parce qu'il m'avait demandé, y a-tu un vendeur dans les patins? J'ai regardé dans le patin, il n'y en avait pas. Fait que je me trouvais drôle. Ah, si, c'était fait, ça! Puis là, je m'en veux de pas y avoir pensé quand je travaillais au Sporex, moi aussi, je suis comme... Ouais, que j'ai pas pensé à ça! Mais c'était extraordinaire. Là, je vous raconte vraiment... Puis honnêtement, j'étais un excellent vendeur, puis j'étais 0-0. Là, c'est parce que je me suis laissé emporter par l'appât du gain, comme on dit. Mais sinon, c'était pas ça. Puis j'ai adoré travailler là. J'ai vraiment aimé ça. J'ai fait rentrer mon chum Jean-Pierre Delage. On avait du fun au bout. On luttait tous les vendredis soirs, quand le magasin, vers 9h moins quart, juste avant que ça ferme, on luttait. On était des fans de lutte. On luttait où la section de magasin, tu sais, tu rentrais, puis il y avait un mur. Il y avait une autre section, puis tout ça était vitré. La section vitrée à côté ici, il y avait des bancs pour s'asseoir, essayer des bottes et tout. Puis de l'autre bord, c'était le Darbourg, qui est un salon de coiffeur. Puis tous les vendredis, le dernier 15 minutes, on faisait des matchs de lutte, puis on volait partout. Ben Calvas, les coiffeuses étaient toutes au courant, puis ils viraient toute la chaise. Tu avais tout le salon, ils viraient les chaises. Tu sais, comprends ce que je veux dire? Normalement, là, il est allemand, tu sais. Normalement, dans un salon de coiffeur, c'est le même. Tu sais, tu rentres. Puis c'est le même. Là, ils viraient toutes les chaises de leurs clients. Puis ils faisaient ça, puis ils nous faisaient entrer. C'était carré. Tous les vendredis, c'était le rendez-vous. Devant moins quart, il y avait de la lutte au Sport Expert. Si les filles tournaient leurs chaises, puis checkez ça, on va vous montrer de la lutte. Y a-tu des blessures pendant ce temps-là? Non, on était les deux. C'est juste qu'on se tapait dessus, puis on volait, puis c'était comme, on prenait des skis, on faisait des souplesses avec, tu sais, c'était, on donnait un show, là, tu sais. C'est vrai que tu tripes sa lutte, ça fait un bout, si je me trompe pas, Marc, hein, tu parles de lutte, là? Ouais, ben, j'ai toujours beaucoup aimé ça, mais depuis le confinement, ils font ça en circuit fermé, ça m'intéresse pas en tout. OK. Puis, je vais vous faire un petit hint. Ça fait 2 fois que j'applique pour travailler à la WWE. Non, toi? C'est quoi tu veux faire? C'est quoi tu proposes?
il y a une job qui s'appelle littéralement Talent Brand Management. Ils sont en train d'ouvrir un département où est-ce que tu vas avoir des gérants d'artistes. C'est-à-dire que ton but, c'est de prendre, mettons, tu prends 6 lutteurs, puis tu tords la serviette. Tu t'organises, esti, pour faire un deal de commandite, tu fais une poupée, tu le fais jouer dans un film. Tu es gérant de lutteur. Donc, ton rôle, c'est d'optimiser la marque, le brand, la personnalité du dude. Puis lui, il se bat, il passe à TV, puis toi, avec ça, tu fais comment on monnaie ça? Comment tu as des contrats à côté? Puis, ah ouais. Puis j'ai fait faire mon CV en anglais, tout. J'ai appliqué récemment. Puis, tu sais, c'est comme... J'arrive pas à leur faire comprendre. J'arrive pas à leur faire comprendre que de un, j'ai fait ce métier-là, que de deux, je suis un amateur, je comprends les codes de la lutte, puis de trois, je suis le seul qui a eu une présence forte à TV basée sur l'idée de la lutte. Ah oui. Moi, j'étais un lutteur là, à testostérone, je n'étais pas un artiste, là, aimez-moi ou pas, mais calisse. Moi, j'étais un méchant, vous allez m'haïr, puis c'est ça ma job. C'est full lutte, tu sais. Mais je ne suis pas capable de... Tu sais, faudrait que je leur envoie une vidéo YouTube ou je ne sais pas trop, mais je me dis, s'il y a une organisation qui pourrait comprendre ce forfait-là de Marc Boilard de cette époque-là, qui pourrait, en pesant sur un bouton, être réactivé, c'est eux autres. Hein? Mais c'est plutôt un peu... Je sais qu'il y a des Québécois qui ont réussi beaucoup en lutte, mais c'est le fait que tu viennes du Québec, parce que je sais que avoir réussi au Québec, tu dis ça à quelqu'un qui a moyennement réussi aux États-Unis, puis il va te regarder de très très haut, là. Ça peut être un peu... Je ne sais pas. Je peux pas te dire, je ne sais pas. Parce que moi, je connais Sylvain Grenier, là, qui était un lutteur qui a fait la WWE et qui maintenant travaille pour eux autres. Puis j'ai tout de suite écrit en disant « Hey Sylvain, je peux-tu te mettre comme référence? » Puis il est déjà là. Il dit « Ben oui, ça c'est vraiment cool, puis blablabla. » Puis là, ben j'ai passé, tu sais, c'est comme tu peux pas bypasser le système. Pour eux autres, je suis un CV parmi d'autres. Puis peut-être même qu'ils se disent « Bah, Québécois, c'est zéro. » Je sais pas, j'ai aucune idée. Mais je vous le dis, je n'ai pas vraiment parlé de ça parce qu'à quelque part, c'est quasiment drôle. Écoute, moi, mon rêve, c'est de pouvoir dire à tout mon entourage, vous ne devinerez jamais, je m'en vais au siège social à Stamford, Connecticut, j'ai une entrevue pour travailler pour la lutte. C'est-à-dire là, tout le monde va freezer pendant 8 ans. Là, fait que c'est quasiment, tu sais, c'est comme après ça, ça arrivera ou pas, je sais pas, mais t'imagines-tu le rêve? Puis devine quoi, ma sœur, elle reste à 30 minutes de là. Ma sœur, elle habite à Greenwich, Connecticut. C'est 4 stations de train. Oui, oui. Ça fait que dans la vraie vie, j'irais voir ma sœur, puis j'irais passer une entrevue au vrai siège social de la lutte. Mon gars, je capoterais. Ça serait marrant. Fou. Ça serait... Ouais. Je te le souhaite. Regarde, moi, puis Otis, on reçoit Vince McMahon demain, on va lui demander. Là. Ah, demande-y. C'est un de tes invités, c'est là. Non, mais pas parce que c'est pas comme si je suis pas content de comment ça se déroule, notamment cette année, je vous le disais, je suis très, très, très content. Moi, je pense que 2021, il y a vraiment des affaires intéressantes. J'espère qu'on va repartir de la taverne qu'on faisait ensemble parce que moi, j'ai pogné de quoi, là. C'était vraiment un beau rendez-vous. Ben, d'ailleurs, toi, je pense que tu avais booké des dates. On peut-tu en parler ou t'as mieux à attendre? J'ai pas de date, de rien. Personne n'a de date. Qui a des dates? Non, je pensais que tu avais des dates en tête pour recommencer la soirée, étant donné de l'arrivée du... Non, c'est qu'on avait parlé, je t'avais dit que d'après moi, j'entrevois qu'on va réouvrir quelque part en mars. Puis on pourrait avoir des surprises même en février, je ne serais pas surpris. Parce que là, les chiffres sont pas beaux, mais il faut se rappeler que le vaccin, il est donné auprès de ceux qui représentent l'écrasante majorité des gens qui en meurent ou qui sont malades. Ça fait que c'est pas genre, faut que le vaccin soit donné à tout le monde pour que... non. Tu peux avoir encore beaucoup de cas pendant longtemps, mais ça se peut qu'il y ait très peu d'incidence parce que les gens vulnérables sont ceux qui se font vacciner. Fait que il peut y avoir des belles surprises, dont, par exemple, qu'on nous annonce en janvier qu'en février, exemple, gym, cinéma, puis les salles de spectacle à moitié comme on avait vont rouvrir dans un mois. Mais tu sais, tu as ta date déjà. Oui, je comprends. Ouais. Fait que moi, je pense qu'en mars, on pourrait peut-être donc annoncer des dates en février, c'est pas impossible. Ah, ça serait le fun. Est-ce que les bars vont vouloir reprendre aussi puis tout? Je ne sais pas. Je vais juste dire qu'on avait une colonne de belles soirées à la fin. On était sold out, c'était tellement parfait. Penses-tu que le monde va avoir faim de l'humour quand ça va recommencer? De l'humour, oui, parce que c'est un truc de jeune. On va être sauvés. Mais tous les trucs de vieux, là, il y en a qui vont avoir éternellement peur d'aller à la Place des Arts voir un concert. Là, tu comprends? Ah, OK, dans ce sens-là, oui, OK. Oui, c'est que la démographie va jouer.
C'est quand tu parles à des jeunes crinqués qui vont se gazer dans un bar puis voir des humoristes, eux autres, ils vont faire comme, ben oui, je ne serais jamais arrêté d'y aller. Ouais, mais à la taverne, c'est sûr et certain, avec le public aussi que tu es en train de fidéliser, ils vont tous se dire, Chris, moi, je m'en vais là, puis je t'emmène avec moi pour que tu te fasses ramasser par le monsieur chauve sur la scène. Là. Je veux que tu te fasses insulter. Là. Peut-être. C'était ça, la formule était vraiment trippante. Tu sais. On avait des espèces de soirées, puis j'ai eu des deadlines de malades, puis tout le monde faisait. Moi, en tout cas, c'était comme notre rendez-vous. Là, on savait que, tu sais, on ne se voit pas sur une base régulière, mais là, on avait notre rendez-vous pour avoir du fun, prendre un breuvage. Moi, t'es jamais trop vieux pour ça. T'étais juste pour que t'aimes être là avec ton monde. Là. Mais c'est ça que je trouve le fun du milieu de l'humour, contrairement à d'autres milieux aussi que j'ai fait. L'âge paraît pas tant que ça. Je veux dire, je te parle, Marc, comme je parle à Otis qui est beaucoup plus jeune que moi, puis on est des générations différentes, les trois. Fait que c'est cette camaraderie-là que je trouve vraiment belle en humour. Oui, puis je te dirais même que à partir du moment où tu fréquentes de près ou de loin l'humour comme tel, parce que moi, je ne suis pas humoriste comme vous autres, mais je suis comme. J'ai toujours dit que je suis un ami de la famille. C'est toujours comme ça que je me suis décrit. Tu fais partie du milieu. Ouais. Humoriste c'est ça. Je suis un ami de la famille. Je suis fier de ça d'ailleurs. Ben, tu te rends compte que ça veut dire que tu as des réflexes intellectuels. Tu n'es pas là-dedans juste parce que tu veux. À quelque part, c'est parce que tu as quelque chose qui est, je crois, le propre du terrain. Moi, quand j'explique à du monde la différence entre un humoriste et un chanteur, c'est que le chanteur, il peut être très, très loin de la vraie vie, puis faire une chanson qui fly sur n'importe quoi, puis ça peut être un gros hit. Puis un humoriste qui est très, très loin de la vraie vie, c'est un humoriste pas drôle. Tu es obligé d'être sur le terrain. Ça fait qu'être sur le terrain, c'est comme être actuel. Être actuel, c'est rester jeune. C'est un peu, pour moi, c'est une équation. Ah, c'est bien dit. Puis sinon, si on revient un peu à pandémie, toi, c'est quoi tu penses que. Parce qu'il y a des affaires qui t'offront plus. Je pense entre autres, dans une de tes chroniques, tu avais parlé que tu connaissais quelqu'un qui avait rapport au studio cinéma, qu'eux autres, ils disaient presque que les cinémas ça allait être fini. Oui. Là. Mon ami Michel, dans un gros meeting pour un gros film de long métrage, gros budget, avec la grosse affaire. Là. Michel, il est dans une grosse ligue là-bas. Puis il dit, nous autres, on pense que le cinéma, c'est fini. C'est-à-dire que ça va réouvrir, mais les gens vont être freaks et tout, c'est fini. C'est pas parce qu'eux autres l'ont dit que ça va arriver, là. C'est pas des devins. Mais moi, je l'ai vu, parce que quand ça a réouvert, moi, je suis allé partout quand ça a réouvert. Je suis allé bar, resto, cage au sport, let's go. Puis moi, je suis pas un sorteux de soir, je suis un sorteux, un petit lunch de temps en temps, un breuvage en fin de journée dans mes 2-3 spots, gym, mon Nautilus, cinéma. Mm-hmm. Le masque à patente, ah ouais, moi, je suis allé là, tout de suite. Puis, mon gars, c'était flagrant, là, le cinéma, hein, on était 6. C'était l'enfer, c'était épouvantable. Alors, moi, je crois que tout va revenir. Moi, je ne pense pas qu'il y a rien qui va mourir. Tout va revenir. La seule affaire qui va rester, qui va être différente, c'est le télétravail. Pas au niveau actuel, mais il va y avoir du télétravail, alors qu'avant, c'était comme si ça passait, genre, là, il fallait que tu aies pitié. Là, il n'y aura plus ça. Là, il va y avoir vraiment des gens très performants. Tant mieux, moi j'en fais partie, là, j'étais déjà là-dedans, télétravail. Mais pour le reste, là, oubliez ça de penser que ça va être... Parce que savez-vous pourquoi? Parce que les gens finissent par tout oublier. Moi, l'image que je prends tout le temps, c'est quand il fait plus 25, t'es sa grande allée sur une terrasse, tu n'as aucun souvenir que tu as passé le mois de février à moins 30 à pelleter et être en tabarnak. C'est fini, c'est terminé. Tu n'es plus habité par ça. Ça fait qu'on va s'en souvenir, mais est-ce que ça va nous marquer? Non. C'est que là, à un moment donné, ça va être, tu joues 50% de la salle, il y a du monde. Le monde qui y vont, ils vont parler à leurs amis en disant « Ouais, je vais voir un show. » Puis c'est comme « Ouais, je vais voir un show, c'est tout. » Puis peut-être que ça va être plein. Puis... Fait que moi, je crois que tout va revenir. La vitesse que ça va tout revenir, bien, c'est comme je te disais, ça dépend de la démographie. Ce qui est vieux, ça va revenir beaucoup plus lentement. Ce qui est jeune va revenir quasiment instantanément. C'est ça mon analyse. Bon, parce que honnêtement, cet été, avant que, tu sais, le monde commence à avoir beaucoup peur de la COVID, dans le temps que, mettons qu'on avait 50 cas par jour au Québec, là, on a connu un boom là, de l'humour. Là. J'avais jamais vu ça à Québec. Là. J'étais capable de faire runner une soirée hebdomadaire, puis on faisait du monde à la porte, là, puis il y a du monde qui venait de loin pour venir. Fait que je pense que ça va ressembler un peu à ça ce printemps. Là. Carrément. Je te dis, on va tout oublier. Et évidemment, il y en a pour qui ça a été tough. Moi, j'ai un ami, il y a un bar dans le Vieux-Québec. C'est la pire affaire. Ah, il doit l'avoir. Il est retourné. Ouais. Il est retourné il y a 10 ans, il m'a dit. Il dit, il y a 10 ans, je l'ai acheté. Puis il dit, je suis retourné il y a 10 ans.
Ouf. Il a tout grugé ce qu'il y avait. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment, vraiment pas drôle. Moi, j'espère que collectivement, ces gens-là, on ne va pas s'en crisser. Moi, je suis prêt à faire mon effort de guerre, peu importe c'est quoi. Là. Ouais. Mais bref. Une des dernières choses que j'ai vues en humour, moi, c'était un humoriste, je me rappelle même plus c'est qui arrivait de juste pour rire puis il comptait. Tout le monde sentait que le confinement s'en venait puis tout. Puis tu sais, les humoristes se serraient dans le bras. Puis tu sais, il y en a une couple là-dedans qui se disait, là regarde, là, si ça dure plus que X mois, moi je vais avoir fait mon deuil de l'humour. J'ai vécu ça toute ma vie, mais là je vais avoir réussi à passer au travers de mon deuil. Moi je vais passer à autre chose. Je dirais pas des noms parce que j'en ai entendu quand même une couple. J'ai hâte de voir, par exemple. C'est beau de dire en crise, je vais arrêter, j'en ferai plus. Mais quand ça va recommencer, je suis pas mal sûr que le goût va reprendre à peu près tout le monde aussi. Là. Juste le goût, c'est que, admettons, là, on prend un cas fictif, OK? Paulette faisait de l'humour, puis là, ça commençait à décoller, puis là, finalement, c'était pas assez rendu loin. Puis là, il faut qu'elle gagne sa vie, puis là, elle se trouve une job. Mais, excuse-moi, mais faire de l'humour à temps partiel, là, c'est tout à fait possible. On va changer le nom de Paulette pour Jean-François. OK, admettons, là, on va dire ça de même. Là. Jean-François. Autisti. Exact. Mais non, c'est exactement ça. Là. Tu te trouves une side job, puis en même temps, tu vas être capable de faire tes shows le soir, travailler le jour. C'est très possible d'être capable d'alterner les deux. Là. Puis moi, je pense que dans une période de 3 à 12 mois, si tu avais un air d'aller et que tu étais capable d'en vivre, tu vas revenir entre 3 et 12 mois. 3 mois, je ne vois pas pourquoi, très faisable. 12 mois, quasiment 100% sûr. Si tu avais vraiment un fonds de commerce puis tu en vivais juste assez, je ne vois pas pourquoi 1 an plus tard, donc 1 an de break, 1 an de reprise, tu reviens à la même place. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, quand Legault a dit on va mettre le Québec sur pause, là, il y a du monde qui n'a pas l'air de comprendre là, que quand tu mets une toune sur pause, là, quand tu enlèves pause, tu reprends la toune où elle était. Tu ne reprends pas la toune quand tu la réécoutes 4 heures plus tard. La toune serait où 4 heures plus tard? Là? Mm-hmm. Non. Tu enlèves pause puis tu repars. Là. Bon, mais c'est la même affaire à peu de choses près. C'est-à-dire que tout le monde a été sur pause. Moi, tantôt, j'ai parlé avec Bouchard, là, puis il m'a dit, il y a quelque chose que, parce que lui, tu sais, il anime une émission au 93, il est dans le privé, il n'y a pas de subvention, rien. Là. Lui, là, il sait c'est quoi le client. Le client, il m'a payé pour ça, puis j'ai fait vendre tant de chars, puis il sait. Là. Il dit, les gens ne se rendent pas compte à quel point le monde a de l'argent actuellement qu'ils ne dépensent pas. Il dit, tout le monde oublie ça. Là. Tout le monde qui est au restaurant n'y vont pas. Tout le monde qui est dans les bars n'y vont pas. Puis tout le monde qui est en vacances n'y vont pas. C'est des milliers de dollars par personne que les gens, c'est dans leur fucking compte de banque. OK? C'est beau de dire, je dépense, j'achète des affaires sur Amazon. Des affaires à 47$. Ça n'a pas rapport. Ça fait que les gens, sais-tu quoi? Le bas de laine, là, il y en a en tabarnak du monde qui en ont dedans. Ça fait que quand tout à coup, là, tu lâches les chevaux, qu'est-ce qui arrive? Bien, tu enlèves le bouton pause. La toune, elle repart où c'était. C'est-à-dire que toi, tu es prêt à jouer des tounes, puis tout le monde qui voulait l'écouter, ils sont à la même place. Mais 1 an plus tard. C'est-à-dire que j'ai des affaires à vendre, puis ça tombe bien, j'ai de l'argent pour les acheter. Bon. Ça fait que, évidemment, il y en a pour qui s'étoffe autrement. Là, je ne suis pas en train de parler de tout le monde. Non. Mais il y a bien du monde que le bouton pause, quand il va lâcher, c'est comme ouvrir la gate, mon gars. Toi, tu penses quoi? Parce qu'une des peurs que j'ai, moi, personnellement, c'est qu'il y ait beaucoup de bars, que je connais déjà une couple de places qui m'ont dit qu'ils rouvriraient pas, c'est qu'il y avait des shows d'humour. Toi, tu penses-tu que ça va être temporaire, puis il y a d'autres qui vont reprendre la relève, puis ça va recommencer? Tu penses ça, toi? Je veux dire, l'affaire bien plate, c'est que ça atteint beaucoup. Je vais te dire de quoi qui est bien plate, bien plate, mais tu vas être obligé d'être d'accord. Les industries les plus affectées par la pandémie, c'est les industries les plus faciles à remplacer les joueurs. Je suis désolé, mais si tous les humoristes meurent demain, il va y avoir 100 nouveaux humoristes en dedans de 3 ans. Bon. Puis si tous les bars ferment, puis si tous les restaurants ferment, je suis désolé, c'est pas la même chose que de dire on a éliminé tous les médecins du Québec, ils sont tous morts d'un même virus. Là, c'est comme on a un fucking problème, là, tu sais. Ben oui. Bon, ben c'est ça. Fait que, ironiquement, on est, par définition, non essentiel.
Dans la pyramide de Maslow, là, manger, vivre, se reproduire, il n'y a pas faire des shows d'humour et aller au restaurant. Là. Je suis désolé. Ça fait que tout ça pour dire que c'est très triste pour les bars, mais un ferme, probablement 2 vont ouvrir, puis ils vont se battre pour le même local. Ça fait que pourquoi ça ne repartirait pas? T'sais? C'est pas l'offre qui va être décadente. Là. Le bar que tu dis qui a fermé, il ne sera peut-être pas remplacé par un aussi hot pour faire, mettons, de l'humour. Mais c'est clair qu'il va être remplacé. Sauf que, présentement, aussi une affaire que je commence à entendre, je l'ai entendu samedi, j'ai fait un show, allez acheter des billets, si vous voulez entendre en 15 minutes de moi dans le temps à Noël, allez sur le point de vente, j'ai un show que j'ai tourné samedi, puis il y a 2 humoristes sur le show qui s'étaient fait contacter par du monde, qui disaient, regarde, à la fin de la pandémie, je m'ouvre mon bar, veux-tu faire un show d'humour dans mon bar? Fait que je pense que ça va, tu sais, ouais, Oui. je vois ça, comme toi, pas mal, là, présentement, là. Absolument. C'est comme moi, une soirée d'humour à Québec, ça me tente. Si c'est pas à Taverne, il y en a un autre qui va vouloir. Mm-hmm. Nous autres, on est willing, on sait qu'on va y aller, qu'on va vouloir être là. C'est tout. Là. C'est quoi t'allais dire, Otis? Non, mais tu parlais tantôt justement de aussi, il y a des humoristes qui sont comme blasés de l'humour puis qui sont comme je vais avoir fait mon deuil puis je peux passer à autre chose. Mais dis-toi une chose, c'est que avant, je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup d'humoristes qui se disaient je ferai jamais de show devant des salles de 15 personnes ou je ferai jamais de show sur Internet. Aujourd'hui, tu viens me voir et tu me dis Jeff, tu fais un show devant 15 personnes à soir, ils vont être comme tabarnak. Je vais être là, fais-toi sous moi, je vais donner le meilleur show que je suis capable de donner de ma vie. Fait que tu sais, ça fait juste te recentrer sur Chris, j'appréciais peut-être pas assez ce que j'avais dans le temps. Là, tu sais, une soirée d'humour qu'on faisait justement à Taverne, tu me ramènes ça demain matin, là, même si c'est la moitié de la salle qui est là, ben, je vais être aux anges parce que je vais être capable de revivre ça. Là. Fait que j'ai le pire, c'est drôle, tu dis ça parce qu'on l'a vécu. Te rappelles-tu, genre, parce que tu étais là quasiment chaque soir. Tu sais, genre, mettons, là, la 1, 2, 3, ça montait tout le temps, puis 4, on avait eu genre une moitié de salle par rapport. Puis le show avait été excellent. Tout le monde était de bonne humeur parce que c'était un bon public. Puis on a fait comme fuck. Bon, ben imagine, ça arrive même quand ça va bien. C'est qu'imagine si on sort d'une période où juste de dire il y a un d'autre qui m'écoute, je trippe. Ça fait que l'effervescence, ça va venir de partout. Les gens vont vouloir que ça marche. Des deux côtés, l'offre et la demande, tu sais. Exact. Je comprends, je suis d'accord. Hey, au début du live, Marc, tu avais dit que tu allais peut-être faire une expérimentation avec nous deux. Oui, je veux vous parler d'un projet que j'ai discuté récemment. Je vais vous demander... Alors, moi, j'estime que le travail d'un gérant d'artiste, c'est pas le travail que les artistes eux-mêmes pensent que c'est. C'est-à-dire que, comme toute dans la vie est soumis à la loi de Pareto, c'est-à-dire 80-20, c'est-à-dire que 80% de ce qu'on fait, ça ne sert à rien, puis 20% de ce qu'on fait la différence dans tout. Donc, quand tu es un gérant, 20% de ton travail fait la job, 80%, c'est comme who cares. Puis je me suis dit, comment je pourrais faire une job de gérance à nouveau en focusant là-dessus? Puis la réalité, c'est que moi, ce que je vois, puis j'ai déjà fait dans le temps avec Maxime Martin. Maxime Martin, là, sans compter toute l'histoire, j'avais dit, Max, moi, j'ai 1 heure par semaine pour toi. C'est-à-dire que je peux travailler les affaires quand tu n'es pas là, mais toi puis moi, là, j'ai 60 minutes. Le vendredi à 4 heures, on finit la semaine ensemble. Tu viens me parler de ce que tu veux, je suis consacré 100% à toi. Dans son livre qui est sorti, je suis encore à ce jour le meilleur gérant que j'ai jamais eu. 1 heure par semaine. Bon. Je me disais, c'est mon chum qui a trouvé l'exemple, pourquoi je ne lancerais pas un rent-gérant? Au lieu que ce soit rent-a-car, c'est rent-gérant. C'est-à-dire, c'est un forfait Patreon, 1 heure par semaine, en personne ou Zoom, peu importe. Puis tu ramasses un humoriste qui est en train de monter, qui dit « J'ai pas les moyens d'avoir un gérant, j'en ai pas tant besoin encore anyway, mais je génère des revenus, puis j'aimerais ça quelqu'un, sans dire que c'est quelqu'un genre « Ah, j'ai signé avec Faneuf, parce qu'anyway, il n'est pas rendu là. » Mais quelqu'un qui va peut-être me sauver 5 ans de temps, parce que moi, je sais que c'est ça, là, à ne pas faire de gaffe, à ne pas m'enliser dans de la merde, à ne pas penser que c'est une bonne idée quand ce n'est pas une, à corriger telle affaire qui est juste une virgule, mais qui fait une grosse... Moi, je sais tout ça. Fait que je me disais, de 1, aimez-vous l'idée, puis 2, combien vous seriez dans la vraie vie prêt à payer un contrat qui est juste au mois, dans le fond. Là. C'est comme si après 6 mois, ça ne te tente plus, si après 1 mois, ça ne te tente plus.
Mais combien tu serais prêt à payer par mois pour avoir 4 fois 1 heure à dire que tu jases avec moi one-on-one? Combien tu serais prêt à payer? C'est une bonne question. C'est parce que personnellement, avec mon gérant, ce que j'aime, c'est justement, il y a une partie qu'on se parle, mais il y a une partie aussi quand tu n'es comme pas au téléphone avec, il va continuer quand même à regarder les affaires pour toi. Toi, tu veux vraiment que ce soit des genres de conseils carrière, là, des conseils... Oui. Moi, là, c'est vraiment du consulting. C'est pas une vraie job de gérance. Ben, C'est une job de gérance. Moi, je trouve ça vraiment important parce que je connais énormément d'humoristes. Puis, je te dirais, le principal cliché que les humoristes se font, c'est que le gérant va faire la job de monter. Parce que, tu sais, il y a des échelons d'humour, veut pas. Puis, juste de parler à quelqu'un pour qu'il comprenne c'est quoi la job d'un gérant puis c'est quoi ta job à toi d'artiste. Juste ça, là, quelqu'un qui est capable d'expliquer ça puis de le faire comprendre à la personne, ça vaut de l'or. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est un step-up. Là, après ça, il faut que la personne se mène. Puis, tu sais, je pense que aussi un plan de carrière, je te dirais, tu sais, à court par moyen terme, j'imagine que c'est une affaire qu'il serait capable de faire aussi avec une personne de même. Mais ça rentre dans le même terme qu'un business plan. Là. Mettons que tu t'en vas voir n'importe quelle compagnie de marketing, tu leur dis, écoute, j'aimerais ça faire un plan d'affaires. Marc, en tant que tel, ce qu'il propose présentement, ça ressemble un peu à ça. C'est pratiquement un business plan-ish que tu pourrais aller chercher. Non, ça fait partie de... Moi, je vais te dire... Je connais personne dans ce business-là qui ne gagne pas à parler 1 heure de temps avec quelqu'un qui a une expertise et qui a du recul pendant toute sa carrière. Ben non, je connais personne. Tu sais, toi, tu as été le gérant de Arctil, Maxime Martin, Cavana. Moi, je te dirais, tu vois, sur le chat, il y a déjà 2 personnes qui ont avancé le 50$ puis moi, je trouve que c'est un bon montant de départ aussi, parce que ça vaut ça. Puis on l'a déjà fait, cette expérience-là, ensemble. Là. Je t'avais déjà écrit des gars, puis je t'avais dit, en échange, je veux qu'on passe l'heure, comme tu as compté avec puis ça m'a fait réaliser énormément d'affaires. Moi, ça m'a pété je sais pas si des préjugés ou des illusions que j'avais besoin que ça soit pété pis tout. Puis ça c'est hyper important parce que c'est le mot que je cherchais depuis tantôt. Beaucoup d'artistes pensent qu'un gérant c'est magique, que ça a une baguette magique puis c'est capable. Chlop, tu fais des salles de 3000 personnes à cause que tu es avec moi. C'est ça. C'est que ce que les artistes comprennent pas, c'est qu'un gérant, ça ne donne pas de job. C'est pas un donneur de job. Il signe pas de chèque pour toi. Il optimise ta relation entre toi, le public et la business. C'est ce bout-là souvent que les gens ne comprennent pas. C'est qu'il y a tout un thinking à faire pour la business. Au début, là, quand tu es nouveau, là, les artistes vont te dire l'important, c'est le public. Non, zéro. Au début, c'est que la business qui compte. Il faut que le producteur te remarque, que le directeur des programmes, que l'autre, que le comédien, juste pour rire. Les autres humoristes, c'est que ça. Ça te prend, il faut que tu te montes un support de gens qui disent « Ah, lui, il s'en vient, ah, lui, il est le fun. » Évidemment que si tu es tout le temps plate parce que ça ne rit pas, c'est fini. Mais alors, comprends-tu juste ça? Ben oui. Tous les jours, il faut que tu jongles avec ça. Je vais se renchérir là-dessus. Moi, une des raisons pour laquelle j'ai été capable de gravir certains échelons, au début, je me foutais du public. Il riait, c'était correct. Mais moi, c'est pas ça. Moi, c'était les humoristes en arrière qui se calissent du show 95% du temps parce qu'ils ont le texte à apprendre, parce qu'ils veulent jaser à le chum pis tout. Je me suis dit, moi, je vais aller chercher eux autres en arrière. Puis ça, c'est un talent. Puis moi, quand je parle à un humoriste qui me dit, ben là, j'ai fait rire la fois, j'ai pas besoin d'améliorer mes jokes. Man, les humoristes en arrière, ta joke, ils l'ont entendu 50 000 fois. Comment tu veux progresser dans ce milieu-là? Là, je suis en train de donner des conseils, mais c'est ce genre d'affaires-là. Puis toi, Marc, je pense que tu serais capable, parce que je suis éducateur spécialisé, quand tu veux aider quelqu'un, il faut que tu le prennes où c'est qui est pour l'emmener le plus loin qu'il peut à partir d'où c'est qui est. C'est ça. T'as cette capacité-là, puis c'est ça. En tout cas, c'est une Christie de bonne idée, puis. Ouais. Je te dirais 50$, je trouve que c'est peut-être pas assez, par exemple, parce que. Non, mais legit, là, parce que veut pas, c'est de l'expertise, c'est des années, puis c'est niaiseux, mais ça peut être des jours, des semaines, des mois de choses que peut-être que tu aurais faites, qu'ils vont t'empêcher de faire parce que tu vas avoir allumé que Chris, ça me rapporte rien de faire ça, tu sais, puis moi, je mettrais quasiment ça à 100$.
Ben, je pense que si ça sortit à 50, ça veut dire que dans la vraie vie, ce serait un prix qui n'est pas un obstacle. À 100, ça va devenir un prix qui est un obstacle. Ouais. Ouais, mais à un moment donné, non, mais je veux dire, libre à moi aussi de dire j'en prends juste 10. Là. Ouais, t'as raison. Je peux en prendre 10, puis à un moment donné dire ben là, j'ai de la place pour 5 autres, c'est 2 fois plus. Tu sais, mais je voulais d'abord tester, voir si vous trouvez que l'idée est bonne. Vous avez l'air de trouver ça intéressant. Ouais. Puis deuxièmement, le pricing, parce que si ça avait été ouais, Patreon, c'est 7$ par mois, c'est comme ben là, tabarnak. Tu sais, à un moment donné. Non, mais c'est ça, c'est parce que j'en ai un Patreon, puis c'est ça les prix, puis c'est cool parce que tu fais une vidéo, tu sais, je fais mon métier, c'est correct. Mais là, c'est du conseil plus pointu avec du monde motivé, puis ça vaut la peine que ces gens-là fassent. J'en ai un client de même, j'en ai un. Il paye exactement ça, 50$ de l'heure. Il paye 50$ pour une rencontre par mois. On a une rencontre par mois, ça coûte 50$. C'est carrément ça. Puis on se parle une fois par mois. Puis là, vois-tu, il y a des projets de podcast. Après ça, sa carrière. C'est un gars qui est coach dans le sport, etc. C'est super intéressant. Il prend des notes. Quand on se reparle, il a appliqué les affaires. C'est malade. Lui, là, il est content à mort. Mais tu pourrais-tu faire des braquettes, admettons, de prix 50? Je te donne un exemple. 50, 75 puis 100. À 50, c'est une heure, mais qui inclut telle affaire. À 75, c'est une autre affaire. Puis à 100$, tu ajoutes en plus de ça un surnom aussi, là, ou je sais pas. Là. Oh, ça serait vraiment le forfait à 3000. Ça serait ouais, c'est en plein ça, le forfait supérieur plus. Non, mais c'est parce que pendant que je vous écoutais tantôt, je me disais, une des idées, ça pourrait être, mettons, exemple, que je choisis littéralement quelqu'un, OK, vous autres, là, puis une heure par semaine, c'est un podcast, mais le podcast, lui, il est payant par contre. Fait que c'est un podcast où tu suis la consultation carrière d'un gérant avec un ou des humoristes. Okay. Puis tu t'abonnes à ça, mais ça coûte cher. Ça ne coûte pas 10$. Mais Calvaire, c'est carrément genre, c'est un masterclass. Là. Chaque semaine, tu entends ça. Fait que tu peux après ça dire ou c'est un podcast qui coûte 10$ par mois. Donc, genre, 10$ par mois, bingo. Mais oui, tu peux prendre mes services aussi à 50$. Là, c'est une heure personnalisée. C'est peut-être ça le bon forfait. C'est-à-dire un forfait super abordable où tu fais hey, moi, je n'ai pas obligé nécessairement qu'il me parle à moi, mais chaque semaine, je prends des notes. Je trouve ça super intéressant. Ça me parle parce que c'est mon vécu. 10$ par mois, une face. Puis, ben, Calvaire, ce mois-là, j'aimerais ça y parler une fois par semaine. J'achète le forfait à 50$. Puis, tu sais, un affaire de même, peut-être. Mais ça m'attire au bout parce que je sais que j'ai vraiment de quoi que je peux apporter à du monde dans ce business-là. Ouais, puis l'expertise, les gens pensent que tu es expert quand toi-même tu as un succès monstre. C'est complètement faux. Dans le sens que Wayne Gretzky, là, ça n'a jamais fait un bon coach. Tu sais. Un coach, c'est une affaire. Puis un performer, c'est une autre affaire. Tant mieux si tu joues dedans comme moi je fais. Tu sais de quoi tu parles. Mais moi, je suis un vrai expert de comment monter les affaires, éviter les pièges. Je suis un vrai expert de ça. Mais ça ne veut pas dire que j'ai tout ce que ça prend moi-même pour... C'est pas vrai, là, tu sais. Mais moi, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est qu'aussi, je pense que tu es capable de prendre n'importe quel artiste de n'importe quel niveau. Tu sais, je veux dire, tu as fait des bars, tu animes des soirées dans des bars, tu sais que tu as vu des open micers, fait que tu serais capable de dealer avec autant des open micers qui commencent, qui veulent savoir comment se mettre un pied dans l'eau, jusqu'à personne que son bateau est construit puis qui veut savoir où l'orienter. Là. Complètement. Ah, mais en tout cas, c'est un projet, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais il faut que tu dises aussi, dans la plus-value que tu pourras avoir là-dedans, c'est tes contacts aussi, Marc, veux pas, là. Tu sais, moi, demain matin, j'arrive, puis je dis, tu sais, je paye pour les séances, puis tout, puis je dis, écoute, moi, j'aimerais ça faire, tu sais, telle soirée, peut-être à Montréal, puis toi, ben, si je connais l'animateur de cette soirée-là, je peux peut-être placer un mot pour toi pour être capable. C'est sûr. Tu dis, c'est un plus-value qui est quand même assez gros, là, surtout dans le business où ce que tout le monde essaie de s'arracher les shows et les contrats, surtout dans le coin de Montréal. Ben, Chris, si tu as un push de Marc Boilard en plus, ben, c'est sûr et certain que ça peut aider. Là. Le forfait, c'est quoi? Il pourrait inclure une action par semaine. Tu sais, à la fin du meeting d'une heure, je pourrais dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi cette semaine? T'as un truc. Ouais. Ben, appelle le gars de c'est quoi, parle-y de moi. Parfait. C'est vrai, c'est pas bête. Tu sais, au lieu que tu te fais croire, mon gérant s'en occupe. Ouais, mais il fait quoi dans la vraie vie? On ne le sait pas. Ben, on le sait, mais je veux dire, tu sais. Là, tu fais comme moi, là, c'est une heure, puis une action. Puis je te donne un suivi, là. Peu importe ce que je fais, tu vas avoir un email qui va dire j'ai appelé tel lui, il m'a dit telle affaire, rappelle-le à tel numéro, il attend ton appel ou pas, ou
Ou, C'est le pire, c'est que là, tu fais comme... j'allais dire, ça peut te faire découvrir un artiste à force de jaser avec du monde que t'aimes, puis éventuellement, en tout cas, parce que t'as des fois laissé planer l'idée de peut-être te remettre le pied tout là-dedans, la gérance d'artiste, là, fait que ça peut être... Ben, ça ne serait pas avec un nouveau, tu sais, ça serait vraiment avec un établi. Mhm. Genre Jacob Trépanier. Non, Avec Jacob Trépanier, je serais prêt. je sais pas si Mais, tu le chat, mais... ah, mais non, honnêtement, c'est une Christophe de bonne idée, puis tu sais, c'est tellement un savoir qui peut se transférer pas juste dans l'humour, mais dans d'autres milieux aussi. Là. Mais je sais que tu donnes toutes sortes de conférences Oui, aussi. tu as raison. Mais c'est de la com. C'est de la com. Mm. C'est mon sujet, c'est de la com. C'est de la com entre la business, l'humoriste, le public. C'est de la com. Ça bloque à cause de la com, ça passe à cause de la com. C'est tout. Là. Hey, Marc, là, moi, il faut que je m'enligne vers la conclusion parce que j'ai un autre podcast. C'est la raison pour laquelle que je pouvais pas, que j'avais dit oui, là, 3 semaines, puis si je le laissais, je mettais les gars dans la merde. Es-tu d'accord à ce qu'on ait ce genre de discussion-là d'une manière régulière? Oui, vraiment, je trouve ça. Moi, je trouve que j'aime vraiment cette dynamique-là. La seule affaire, je trouve, c'est que je parle trop. Mais là, c'est parce que vous m'avez mis dans une chaise d'invité. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. On pourrait, on pourrait y aller plus conversation les autres fois aussi. Puis, regarde, je vais... Moi, dans le fond, dans le temps des fêtes, je vais tout remettre mes podcasts sur YouTube parce que là, je voulais me faire un frame d'editing puis tout. Fait que je vais mettre en dessous le lien pour ton Patreon, ton site internet, tes suggestions IMDb et tout, ça m'intéresse. Puis ça va être le fun de jaser régulièrement, fait qu'on va voir tes projets évoluer. Fait que on va pouvoir inviter le monde aussi à les joindre, là, puis à te suivre au travers. Moi, je suis extrêmement willing parce que une de mes conclusions cette année, c'est que, je vous en ai parlé tantôt, c'est que des podcasts tout seul, c'est facile, mais ça voyage mal. Puis à partir du moment où tu es avec des gars avec qui tu t'entends bien, puis tout, c'est sûr que ça voyage bien. Puis en plus, on peut s'aider l'un l'autre parce qu'on a quand même des réseaux. Bing, bang, bang. Moi, j'adorerais ça, faire un régulier, ça serait écœurant. Puis comme je te dis, ce serait plus juste. Tu sais, je veux dire, là, le spotlight était sur moi, puis c'est correct, là, mais moi, c'est pas le but. Tu sais, c'est pas le but. Là. Le but, c'est pas de voler le show, j'aime pas ça. Je suis pas fait de même. Là, puis pour ceux-là qui se demandent pour le Patreon, c'est www.patreon.com/Marc Boilard. Là, je viens de mettre sur le chat. That's it. Ouais. Faites pas la même gaffe que moi. Boilard, ça s'écrit B-O-I-L-A-R-D, non pas B-O-I-S-L-A-R-D. Ben, il y en a des BOIS. Puis je répète que si tu veux voir tout l'ensemble de tout, tu fais marcboilard.com. Puis mon site, il est vraiment renippé depuis quelques mois. Puis tout Patreon, podcast, tout, c'est l'enfer. Si tu veux m'écrire là, tout est là. Tout est là. Les films, c'est tout Twitter, name it. Je suis content de mon site. Il est rigolo, vous allez voir. J'ai mis des logos au départ, là. C'est quand même drôle. Très bien fait. Un gros merci, Marc. Merci, Là, Marc. je vais faire... Tu connais pas la plateforme Twitch. Moi, je vais faire une affaire qui s'appelle un raid. Ça veut dire que j'envoie tous mes auditeurs à une autre plateforme. Et ce soir, j'envoie tous mes auditeurs à un certain Jean-François Otis. Yeah! Oh, j'ai direct avec mon live se finisse. J'ai I Feel Good qui m'a envoyé des bits. Un gros merci pour tes 100 bits. Même c'est weird, là, mais... Ouais, je sais. Mais j'aime ça, les bits. Ok, c'est bon. C'est l'extrait de l'heure et demie du podcast, c'est la phrase qui vient de se dire. Ouais, c'est ça. Merci pour tes 100 bits. Hey, en passant, j'ai animé sur un bateau. En septembre, j'ai animé sur un bateau une soirée, peu importe, ici, là, dans le Vieux-Port de Montréal. Puis j'avais pris des anecdotes avant, tu sais, parce que quand tu fais un corpo, tu essaies d'avoir des anecdotes pour pouvoir, comment ça se fait qu'il sait ça. Puis une des anecdotes de la fille que j'ai fait monter justement sur le stage pour jaser avec, c'est qu'à un moment donné, il y a un gars qui commandait des beignes. Tu sais, il allait au Tim Hortons, puis il dit « Hey, tout le monde, là, qui veut des beignes? Moi, je prends vos commandes, des beignes. » Puis elle crie bien fort, ça s'en rend compte, elle dit